Eh bien, bonsoir. Merci à tous d'être ici, si nombreux, d'être revenus après mon cours du printemps, ou être ici pour la première fois, je ne sais pas. Donc, cette année, j'ai enseigné de janvier au mois de mars, une première fois, donc j'enseigne 2 fois dans l'année parce que j'ai changé de créneau. Donc, dorénavant, je vais enseigner plutôt l'automne, donc à partir de mi-octobre jusqu'à Noël, les mercredis. Donc, j'espère que ça vous conviendra. L'année académique précédente, j'ai fait une série de cours, 6 cours sur les processus de base en formation planétaire, quelque chose d'assez général qui devrait être valable aussi bien dans notre système solaire que dans les systèmes extrasolaires. Donc, et maintenant, et sans doute aussi l'année prochaine, je vous propose de visiter notre système solaire pour essayer de comprendre sa structure et son origine. Donc cette année, on va commencer par les systèmes solaires externes. Alors ça peut sembler un peu bizarre qu'on démarre de loin plutôt que de chez nous, mais en fait, le système solaire externe est régi par les planètes géantes. Les planètes géantes sont les premières planètes qui se forment, elles capturent les gaz du disque protoplanétaire, et donc c'est l'évolution du disque externe qui influence l'évolution de la partie interne du système solaire où la Terre in fine va se former, et donc logiquement, il vaut mieux s'attaquer au système solaire externe avant de passer au système solaire interne, chose que je ferai l'année prochaine, dans les années à suivre. Donc, qu'est-ce qu'on entend par système solaire externe? Évidemment, bon, la définition est un peu arbitraire, mais je pense que dans ce cas, est assez logique. Donc, j'appelle système solaire externe tout ce qui est à partir de Jupiter. Donc, il comprend les planètes géantes avec leur cortège, des satellites, etc., et un disque d'objets qui s'étale au-delà de l'orbite de Neptune, qu'on appelle la ceinture de Kuiper ou le disque transneptunien. Le tout est en fait enfoui là-dedans, à l'intérieur d'une énorme structure, un énorme réservoir, des structures plus ou moins sphériques, d'objets de nature cométaire qu'on appelle les nuages de Oort. Et donc, aujourd'hui et la semaine prochaine, je vais vous décrire surtout ces deux structures, la ceinture de Kuiper, l'origine, les nuages de Oort et les comètes qui proviennent de ces réservoirs. Aujourd'hui, on va se consacrer à la ceinture de Kuiper. Donc, ceinture de Kuiper, parfois appelée disque transneptunien. Je vous donnerai après ma propre définition pour partager les deux, mais souvent sont considérés comme synonymes. Donc, ici, vous avez un diagramme qui montre la distribution de tous les objets connus au 10 juillet 2024. Donc, ça doit être le jour où je préparais ce cours. Et vous voyez donc la position des planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et de tous les corps qui sont au-delà de Neptune, donc on peut appeler corps transneptuniens. Les premiers objets transneptuniens furent découverts en 1930, c'est Pluton, bien sûr. Mais il a fallu beaucoup de temps pour trouver le deuxième objet. Le deuxième objet fut découvert seulement en 1992, et c'était le début d'une grande aventure qui nous amenait à découvrir toute cette population qu'on voit ici. Aujourd'hui, en 2024, on connaît environ 3000 objets qui sont transneptuniens, et ces chiffres ne sauront qu'augmenter avec la mise en ligne d'un nouvel observatoire, le Vera Rubin, au Chili, qui est vraiment... Bon, il a été conçu pour visiter tout le ciel, observer tout le ciel avec une cadence hebdomadaire pour chercher les phénomènes transitoires dans l'univers, etc., mais qui va aussi détecter tous les objets qui bougent, et donc probablement des milliers de nouveaux objets transneptuniens. Dans cette figure, vous voyez aussi cette grande tache bleue, ça en fait sont les astéroïdes. Donc les astéroïdes sont entre Jupiter et Mars, certains croisent l'orbite des planètes telluriques. Évidemment, on en connaît beaucoup plus que 3000 parce qu'ils sont beaucoup plus près, donc beaucoup plus faciles à observer, sont plus brillants, et donc ça apparaît ici comme ces grandes taches bleues au centre. Et vous voyez aussi beaucoup d'objets qui se baladent entre les planètes géantes. Donc on appelle comètes si elles ont une activité cométaire, donc les glaces sublimes, ils produisent des vapeurs, des jets de gaz qui entraînent les poussières, donc vous voyez la comète avec la coma, la queue, etc. Ou alors simplement les centaures, si ces objets ne montrent pas d'activité, donc ne peuvent pas être appelés comètes. J'attire votre attention sur le fait que
les objets transneptuniens, si on les regarde dans leur position, hein, ça c'est le système solaire vu du haut, à un temps donné, ne sont pas du tout uniformément distribués. Et ça, c'est un magnifique exemple de ce qu'on appelle les biais observationnels. Ça sera beaucoup de questions de biais observationnels dans cette série de cours. Donc, vous voyez, par exemple, ici, tout un paquet d'objets qui sont alignés. Ils sont alignés sur une ligne qui pointe vers le Soleil, donc pointe vers la Terre. Pourquoi ça? Ben, ça, c'est simplement la trace que quelqu'un sur Terre a pointé les télescopes dans cette direction. Il a fait des images de très longues pauses, de façon de voir des objets très petits et très faibles, et donc on a découvert beaucoup. Et ici, vous ne voyez rien, ça veut dire que les gens n'ont pas regardé, ou quand ils ont regardé avec des temps de pause courts, donc ils peuvent détecter que des objets très brillants, donc gros et rares. Et donc là, vous n'avez pas beaucoup d'objets, peut-être la Voie lactée aussi dans cette portion du ciel. Et là encore, vous avez un endroit où on a plutôt regardé les ciels par rapport à l'endroit opposé. Alors c'est marrant parce que parfois, ici, vous voyez une lignée d'objets, donc comme celle-là, la trace d'une survey profonde qui a permis de découvrir beaucoup d'objets, mais il ne pointe pas vers le Soleil. Donc ça veut dire que c'est une série d'objets qui étaient détectés par une survey qui a regardé une certaine position du ciel il y a pas mal d'années. Et vu que les objets tournent autour du Soleil plus vite s'ils sont plus près du Soleil que s'ils sont loin, ces objets qui étaient alignés vers la Terre, parce qu'on regardait dans une seule direction au moment de la découverte, une dizaine d'années après, ben, ils ne sont plus alignés vers la Terre, mais ils sont alignés vers l'avant, parce que les objets plus près du Soleil ont tourné davantage que les objets plus lointains du Soleil. Donc évidemment, on découvre que les objets là où on regarde, et donc c'est ce qu'on appelle les biais observationnels, et donc quand évidemment on a encore une connaissance assez éparse des objets qui composent une population, il faut tout le temps s'interroger si ce qu'on voit est réel ou s'il est simplement dû à des biais observationnels, et ça doit être quelque chose qui reste dans toutes nos considérations. Alors, si on regarde les objets simplement comme ça, dans leur position dans les ciels, surtout à un endroit donné, à un moment donné, ben, on ne peut pas dire grand-chose sur quelle est la réelle structure de cette population. Et on découvre beaucoup plus si on regarde ces objets, non pas dans leur position à un instant donné, mais dans l'espace de leurs éléments orbitaux. Alors, j'ai défini les éléments orbitaux pendant ma première série de cours, mais bon, vu que c'est le début d'une deuxième série, et peut-être que des gens n'étaient pas là la fois passée, je reprends cette explication. Donc, vous savez qu'un objet tourne autour du Soleil, selon les lois de Kepler, sur une orbite elliptique. Et ce qui est important, donc voilà, une orbite elliptique. Et ce qui est important à retenir est que l'étoile, le Soleil, n'est pas au centre de l'ellipse, et dans un des deux foyers de l'ellipse. Donc on peut identifier un grand axe de l'ellipse, celui qui passe par les centres et les foyers de l'ellipse, donc l'étoile. Il y aura un axe mineur de l'ellipse qui est orthogonal dans l'autre direction. Donc on commence à définir un premier paramètre orbital qui caractérise cette orbite comme les demi-grands axes. Les demi-grands axes, comme le nom le dit, donnent la moitié de la longueur du grand axe de l'ellipse. Ensuite, on a un autre paramètre très important qui est l'excentricité. L'excentricité, encore une fois, comme le nom l'indique, nous dit quelle est la distance de l'étoile du foyer du centre de l'ellipse. Donc, cette longueur, Soleil, centre de l'ellipse, par rapport au demi-grand axe, est l'excentricité. Donc, c'est ça, ces segments à la longueur A, demi-grand axe, ces segments à la longueur AE. Donc, c'est E est le facteur de proportionnalité entre la longueur de ces deux segments. Donc, plus l'orbite est circulaire, plus le Soleil est proche du centre, et donc plus l'excentricité est petite, et vice-versa. Ensuite, il faut caractériser l'orientation de l'orbite dans l'espace. Donc, on va mettre des axes arbitraires, par convention, par exemple, un axe qui pointe vers l'équinoxe, point de l'équinoxe, etc. Mais peu importe, en principe, c'est arbitraire. Vous avez un point caractéristique de l'ellipse, qui est le point le plus proche à l'étoile, qu'on appelle les périhélies, ou les périastres, ou périgées, selon quel est le corps central. Donc ça, c'est ça notre périhélie. Et pour caractériser la position du périhélie dans ces systèmes d'axes, évidemment, on définit un angle qui part à partir de l'axe des X et pointe à la direction du périhélie. Et donc, cet angle s'indique comme un oméga barré et s'appelle la longitude du périhélie. Après, il faut définir où est l'objet sur l'ellipse.
Alors, l'objet sur l'ellipse, malheureusement, il ne se déplace pas avec une vitesse uniforme. Dans les temps, disons ici, c'est au périhélie, un temps delta t après, il sera quelque part ailleurs. Après un deuxième temps delta t, il aura fait un arc d'orbite qui est différent que les premiers arcs. Et ça parce que la vitesse sur l'orbite n'est pas uniforme. Mais ce que la deuxième loi de Kepler dit est que ces segments qui joignent l'étoile à l'objet brassent la même aire sur des temps égaux. Donc, ce n'est pas la longueur de l'arc qui est la même en fonction du temps pour un dt donné, mais c'est l'aire de ces sortes de triangles qui est la même pour un même dt. Et donc, on va définir un angle de cette manière, on l'appelle l'anomalie moyenne. En fait, c'est l'aire qui a été brassée par les segments qui joignent l'étoile à l'objet depuis son passage au périhélie, divisé par l'aire totale de l'ellipse et multiplié par 2π. Donc, c'est bien un angle parce qu'il est défini entre 0 et 2π, et on l'appelle l'anomalie moyenne. Ça, c'est bien sympa, mais évidemment, ça ne nous dit pas où est l'objet tout à fait, sauf à faire des dessins et chercher à calculer une aire. Donc, il y a des formules qui permettent de calculer ça. Donc, il y a une équation assez difficile à résoudre, même à l'ordinateur, précisément. C'est ce qu'on appelle l'équation de Kepler, relie l'anomalie moyenne à cet autre angle qu'on appelle l'anomalie excentrique, grand E, et qui est lié, et les deux sont liés par cette équation. Et une fois que vous avez calculé cette anomalie excentrique grand E, la position, la distance à l'étoile R et la position par rapport à la ligne du périhélie F se calculent par ces formules-là. Il ne faut pas forcément les retenir, mais juste pour montrer que ce jeu de coordonnées est suffisant pour décrire à la fois l'orbite et la position de l'objet sur l'orbite sur les plans orbitaux. Bien sûr, les orbites peuvent avoir des plans orbitaux différents. Donc, on aime bien prendre dans les systèmes solaires un plan de référence qui est les plans de l'orbite de la Terre, ou les plans moyens des systèmes planétaires. Et donc, l'orbite d'un objet peut être inclinée par rapport à ces plans. Il ne doit pas être forcément sur le même plan. Et donc, l'inclinaison du plan de l'orbite par rapport au plan de référence s'appelle, celle-là, cet angle-là, hein, bien sûr, évidemment, s'appelle l'inclinaison. Alors, si l'orbite est inclinée, elle va rencontrer les plans de référence sur une ligne qu'on appelle la ligne des nœuds. Et la position de cette ligne des nœuds est déterminée par rapport à un axe de référence X par cet angle qu'on appelle la longitude du nœud. Et les périhélies peuvent être quelque part sur l'orbite, pas forcément sur les plans de référence. Donc, on appelle argument des périhélies la position du périhélie non pas par rapport à l'axe X comme ici, mais par rapport à la ligne du nœud. Et la longitude du périhélie, qu'on avait définie tout à l'heure, devient alors la somme de ces deux angles, longitude du nœud et argument du périhélie. Et d'ailleurs, si l'inclinaison tend à 0, ça, vous retrouvez bien la définition que je vous ai mis là. Donc, c'est juste pour avoir une idée de ce que sont les éléments orbitaux. Dans les cours de cet exposé, je pense qu'on utilisera surtout des migrands d'axe, excentricité, inclinaison et quelquefois un peu l'orientation de l'ellipse, donc la longitude du périhélie. Alors, voilà, une autre chose à retenir des lois de Kepler est que la période orbitale dépend uniquement du demi-grand d'axe. Si vous avez deux orbites qui ont le même demi-grand d'axe, mais ont des excentricités, des inclinaisons différentes, des orientations de l'espace différentes, elles ont la même période orbitale. Donc maintenant, armé de ces éléments orbitaux, on peut tracer la distribution de toute cette population transneptunienne. Et c'est ce que j'ai fait là, donc deux diagrammes où par rapport au demi-grand axe de l'orbite de tous les objets connus, je montre l'excentricité ici et l'inclinaison là. Et déjà, on découvre quelque chose d'assez extraordinaire, alors que tout à l'heure, quand je vous ai montré l'image du système solaire vu du haut, cette ceinture transneptunienne est une sorte de donut autour de Neptune qui va à des distances entre la distance de Neptune, grosso modo 2 fois la distance de Neptune. Quand on regarde un demi-grand axe, ça va très loin. On a des objets dont le demi-grand axe est 1500 unités astronomiques. L'unité astronomique est la distance moyenne Terre-Soleil. Donc 1500 fois la distance de la Terre du Soleil. D'ailleurs, pour représenter tout le monde sur ce diagramme orbital,
j'ai dû diviser l'axe des demi-grands axes en deux parties. Dans la partie interne, pour voir quelque chose, j'ai pris une échelle linéaire qui va des 30 est le demi-grand axe de Neptune, jusqu'à 50 unités astronomiques. Et au-delà des 50 unités astronomiques, il y a tellement d'objets qui vont loin, qu'on a un grand demi-grand axe, qu'on a dû passer à une échelle logarithmique pour pouvoir prendre tout le monde. Dans ces diagrammes, voilà, il y a beaucoup de couleurs, pas seulement pour faire joli, mais pour montrer que cette population transneptunienne est en fait composée de plusieurs sous-classes qui sont très intéressantes. Donc tout d'abord, et chaque classe a une couleur. Donc tout d'abord, la population qu'on appelait classique, parce que c'est celle qui correspond le plus à ce qu'on s'attendait avant de découvrir quelque chose. Qu'est-ce qu'on s'attendait avant de découvrir quelque chose? D'avoir un disque d'objets qui reste là depuis la formation planétaire, pas trop perturbé par les planètes, parce que toutes les planètes sont à l'intérieur, et donc vu que les objets se forment dans un disque circumplanétaire, on attendait de les trouver sur des orbites quasi circulaires et plutôt à basse inclinaison. Donc sur les orbites quasi circulaires, effectivement, il y a tout un paquet d'objets, donc les objets rouges et bleus que vous voyez ici, qui correspondent bien à ce qu'on s'attendait. Donc on est au-delà de Neptune, des excentricités petites, de l'ordre de 10%, 20%, et donc quasiment des cercles, et donc on les appelle les objets classiques. Mais on s'est tout de suite aperçu que ces objets classiques peuvent avoir une variété d'inclinaisons. Il y a beaucoup d'objets qui ont effectivement une inclinaison très petite, comme celle qu'on s'attendait, mais d'autres peuvent avoir une inclinaison qui est assez grande et peut monter jusqu'à 30, 40, voire 50 degrés. Et donc ces objets qui ont une grande inclinaison, évidemment, quand ils croisent les plans du système solaire, ils ont une vitesse verticale, donc ils croisent, ils ont une vitesse importante par rapport à une orbite circulaire sur les plans. Et donc, par analogie avec la théorie cinétique des gaz, vous savez, un gaz chaud, c'est un gaz où les molécules se déplacent à toute vitesse, un gaz froid, c'est un gaz où les molécules se déplacent à faible vitesse. On a donc décidé, historiquement, d'appeler la population à faible inclinaison comme une population froide et la population à haute inclinaison comme une population chaude. Mais ça n'a rien à voir avec la température que vous mesurez avec un thermomètre. On est toujours très loin du Soleil, on est toujours à très très faible température. C'est une chaleur dynamique, disons, l'agitation des vitesses par rapport aux vitesses planes et circulaires. Et alors vous direz que bon, cette partition à 4 degrés entre la population froide et la population chaude est seulement arbitraire, mais je vous montrerai tout de suite qu'en fait, il y a des raisons pour mettre la barrière à ces valeurs-là et pas à d'autres valeurs. Après, vous avez cette population verte. Cette population verte, comme vous voyez dans ces diagrammes demi-grand axe excentricité ou demi-grand axe inclinaison, forment des colonnes. Ces colonnes, rappelez-vous, la période orbitale dépend seulement du demi-grand axe, ne dépend pas de l'excentricité et de l'inclinaison. Donc ça, c'est des objets qui ont tous la même période orbitale. Et cette période orbitale est un rapport des nombres entiers avec la période orbitale de Neptune. Donc, par exemple, ces objets-là, parmi lesquels se trouve Pluton, donc le symbole, a une période qui est 3 fois et demi, une fois et demi la période de Neptune, donc en résonance 3,2. Ça veut dire que Neptune fait 3 tours autour du Soleil, pendant que ces objets-là font 2 tours autour du Soleil. Cela se trouve en résonance 1,2. Donc Neptune fait 2 tours du Soleil, pendant que ces objets-là font 1 tour autour du Soleil. Cela se trouve en résonance 3,4. Donc Neptune fait 4 tours, quand eux font 3 tours, etc. Donc c'est une population résonante, que je vais détailler un peu plus par la suite, et qui se retrouve bien là. Après, si on regarde, on voit qu'il y a des objets très dispersés, ce sont les objets oranges. Ces objets ont des grandes excentricités, et donc ils croisent l'orbite de Neptune, parce que sur cette ligne-là, pointillée, c'est la ligne qui délimite les croisements de l'orbite de Neptune. Si vous êtes en dessous, vous êtes suffisamment loin et suffisamment circulaire pour ne pas croiser l'orbite de Neptune, mais si vous êtes au-dessus, vous êtes tellement excentrique qu'au périhélie, vous êtes plus près du Soleil que Neptune l'est, donc vous croisez l'orbite de Neptune. Et donc ces objets-là, en principe, peuvent avoir des rencontres proches avec Neptune qui va affecter, comme on verra, leurs orbites. Et ces objets oranges
s'étalent à très très grande distance. Comme vous voyez, on peut avoir des objets qui vont très très loin, jusqu'à un millier d'unités astronomiques. Et donc on appelle ces objets les objets dispersés, scatter disk en anglais, parce que justement, à la suite des rencontres avec Neptune, leur orbite n'est pas constante, mais ces objets se baladent dans l'espace, sont dispersés par les rencontres avec Neptune. Et la dernière sous-population de cette grande structure est cette population mauve, qui, comme vous voyez, suit les disques dispersés, mais elle est assez à plus faible excentricité. Donc, leur distance pérélique est plus grande que 40 unités astronomiques. Donc, cette ligne-là correspond à une distance pérélique de 40 unités astronomiques. Donc, tout au plus s'approche à Neptune à 10 unités astronomiques, c'est loin. Et donc, ces objets-là n'ont pas des rencontres avec Neptune, ne sont pas dérangés par Neptune, comme on le verra. Et donc, voilà, cette population nous suggère que quand les disques dispersés se formaient, certains objets ont pu s'en échapper et réduire leur excentricité, et du coup, ils restent là, complètement stables. Donc, on l'appelle la composante fossilisée. Alors, il n'y a pas une dénomination, une nomenclature unique, mais en général, dans la communauté, on tend à appeler la ceinture de Kuiper la somme de ces trois populations. Donc, la population classique froide, la population classique chaude et la population résonante. Donc, c'est un peu une ceinture au-delà de Neptune, jusqu'à 48 unités astronomiques, relativement à faible excentricité. Et en fait, on appelle la population transneptunienne tout le monde, donc y compris les disques dispersés, les disques fossilisés, et voire aussi, pourquoi pas, les nuages de Oort. Mais certains auteurs utilisent la nomenclature de façon différente, et pour certains, objets transneptuniens ou objets de Kuiper, c'est la même chose. Bon. Alors, je vous disais, cette séparation de cette population classique en froide et chaude peut sembler un peu arbitraire, comme ça, bon, je tire une ligne là à 4 degrés. Pourquoi 4 degrés, pas 7, pas 6? Parce que si on regarde la distribution des objets en inclinaison, encore une fois, ce n'est pas la distribution réelle qu'il faut regarder, c'est la distribution débiaisée, parce que les astronomes regardent plutôt sur les plans de l'écliptique, donc c'est plus facile de trouver des objets à faible inclinaison qu'à grande inclinaison. Mais donc, quand vous débiaisez cette distribution des inclinaisons, un travail qui a été fait par Mike Brown en 2001, vous voyez que c'est une distribution bimodale. Donc ici, il montre les nombres, la fraction des objets qui se trouvent en réalité à différentes inclinaisons. Et donc, vous avez une distribution très piquée, autour de quelques degrés d'inclinaison seulement, qui est une distribution, disons, presque gaussienne, autour de 2 degrés d'inclinaison. Et puis, vous avez une composante très étalée qui s'étend vers les 30-40 degrés. Donc, la composition totale, la distribution totale des inclinaisons, ça peut être décrite comme la somme de deux distributions gaussiennes, une centrée vers 2 degrés et très serrée, avec une amplitude de 2 degrés, et l'autre centrée plutôt vers les 15 degrés, avec une amplitude de la gaussienne très large. Et donc ça, ce fut le premier indice qu'on n'est pas en train là de voir une unique population qui a une et voilà, donc définir les objets froids et chauds arbitraires, on est plutôt en train de voir deux populations superposées en un demi-grand axe excentricité, mais qui ont des distributions d'inclinaison très distinctes. D'où l'idée de voilà, les séparer, mettre une limite à 4, qui tombe un peu là à la fin de la première gaussienne, et appeler objets froids, ceux qui ont une inclinaison plus petite que 4 degrés, donc appartiennent à la première gaussienne, et objets chauds, les objets qui ont une grande inclinaison, appartiennent à la deuxième gaussienne. Et voilà. Et je vous montrerai après, dans la deuxième partie de ce cours d'aujourd'hui, qu'en fait, on découvre de plus en plus que les objets de la population chaude et les objets de la population froide ont des propriétés physiques très différentes. Donc, revenons à notre diagramme demi-grand axe excentricité. Concentrons-nous pour le moment sur la partie ceinture de Kuiper, donc étendue jusqu'à 50 unités astronomiques. Donc ici, dans cette figure, il y a beaucoup de lignes, je vais vous décrire. Donc déjà, quels sont les objets? Donc ça, c'est la partie grise, c'est la zone qu'on appelle la ceinture classique. Donc les objets qui sont là-dedans, faible excentricité, au-delà de Neptune, c'est les objets classiques. Les objets classiques, en demi-grand axe excentricité, comme je dis, il y a deux populations qui se superposent. La population froide, qui ici est montrée par ces points noirs assez gros, et la population chaude, qui ici ne nous intéresse pas trop, donc sur les points noirs tout petits. Et après, au-delà de la ceinture classique, il y a d'autres objets,
qu'on a mis, qu'on a représenté ici par un point noir de taille intermédiaire. Donc, déjà, la population froide, si vous la regardez dans cet espace des grands axes d'excentricité, a une forme un peu bizarre. Donc voilà, une forme un peu de L inversée, c'est le bras d'honneur que la ceinture de Kuiper fait aux astronomes qui cherchent à l'observer. Voilà, donc il y a une zone ici qui est tout à fait ce qu'on s'attendrait, donc faible excentricité, c'est l'intervalle des grands axes, et puis vous avez cette accumulation de points là, donc il y a plus de points par intervalle de demi-grand axe, s'étend plus en excentricité, ben vous voyez qu'il y a beaucoup plus, la densité des points noirs est beaucoup plus grande. Donc ça, c'est une découverte assez récente, 2011, faite par un groupe qui était dirigé par Jean-Marc Petit de l'Observatoire de Besançon, et qu'on appelle désormais, c'était confirmé depuis par d'autres surveys, donc c'est une structure vraie, n'est pas due au débit observationnel, et qu'on appelle désormais le kernel de la ceinture froide, donc les noyaux de la ceinture froide, parce que c'est là où il y a la plus grande partie des objets. Et après, il y a d'autres objets de la population froide que vous voyez sont plus dispersés au-delà du kernel. Donc c'est une structure très, très complexe et très intrigante, ne s'explique pas par la dynamique actuelle du système solaire, parce que où que vous soyez ici, vous êtes stable, donc vous conservez votre orbite, et donc ça nous dit quelque chose sur l'évolution passée du système solaire. Et d'ailleurs, ça jouera un rôle très important vers la fin de ce cycle des cours, quand j'essaierai de reconstruire tout ce qu'on voit dans les systèmes solaires externes par les biais d'un modèle. Alors, vous remarquez qu'ici, dans la zone classique, il n'y a aucun objet de la ceinture froide, mais par contre, il y a des objets de la population chaude. Et ça, donc, c'est une caractéristique intrigante, mais cela s'explique par la dynamique dans les cadres du système solaire actuel. J'y reviendrai. Après, vous avez ici les populations résonantes et ces bizarres courbes. Ces bizarres courbes sont les bords des résonances. Donc, si vous êtes entre les courbes, vous êtes vraiment en résonance avec Neptune. Si vous êtes en dehors d'une paire de courbes, en fait, vous n'êtes pas résonant, et donc vous n'êtes pas résonant. Les lignes, les courbes hachurées que vous voyez ici sont marquent différentes distances périhéliques, et en particulier la plus intéressante, c'est la ligne du croisement de Neptune. Et donc vous voyez que la plupart des objets sont en dessous, parce qu'au-dessus ça serait instable, mais les objets résonants peuvent aller au-dessus de la ligne de croisement de Neptune, et les résonances se resserrent en dessous de cette ligne. Donc je vais un peu vous indiquer pourquoi. Donc, décrivons un peu la dynamique résonante. Alors, l'année passée, j'ai fait un peu des présentations parfois mathématiques. Cette année, j'essaye d'expliquer plus les choses avec des vidéos et des mains. Pour autant, je ne triche pas, je vous donne les vraies explications, c'est qu'on peut mettre sous forme mathématique. Donc, quand vous êtes en résonance, qu'est-ce qui se passe? Comme je dis, vous faites un nombre de tours autour du Soleil pendant que la planète fait un nombre de tours entier aussi. Par exemple, résonance 2,1, vous avez une planète, un petit corps, donc la planète tourne autour du Soleil 2 fois plus vite, et donc c'est qu'on va voir que quand la planète a fait un tour complet autour du Soleil, donc a fermé son orbite, le petit corps a fait la moitié, et donc il faut attendre un deuxième tour de la planète pour revenir aux conditions initiales. Et après, la dynamique se répète sans cesse. Donc voilà, on arrive, on y est, donc on a fait la boucle, la dynamique ne peut que se répéter, 2 tours de la planète, 1 tour de l'objet. Ça veut dire aussi que quand la planète et l'objet sont en conjonction, c'est-à-dire se retrouvent sur la ligne qui passe par le Soleil, ils sont aussi dans la configuration d'approche minimale. Maintenant, regardons ce qui se passe, par exemple, si vous avez un objet un peu plus loin que la résonance, légèrement plus loin. Si l'objet est légèrement plus loin, sa rotation autour du Soleil sera un tout petit peu plus lente. Et donc ici, en fait, vous voyez que quand la planète termine son premier tour, il va arriver, l'objet n'a pas tout à fait un demi-tour. Et donc la planète va plus vite, elle va rattraper l'objet, et les deux objets, la planète et l'objet, vont arriver en conjonction avant que la figure se ferme, c'est-à-dire avant que la planète ait fait exactement 2 tours et l'objet ait fait 1 tour. Dans ce cas, ce qui est important,
est que la conjonction, là où j'ai arrêté mon animation, n'est pas le point où la planète et les petits corps sont à leur distance minimale. La distance minimale a lieu un peu plus tôt, voilà, parce que l'objet du petit corps est un peu excentrique, j'ai oublié de dire, comme vous voyez, une orbite un peu excentrique. Et donc, la force la plus forte que la planète exerce sur les petits corps, qui évidemment s'exerce au point de rapprochement minimal, comme vous voyez, n'est pas tout à fait dirigée vers le Soleil, mais un peu dirigée en arrière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la force maximale, donc celle qui va dominer, donc tire l'objet vers l'intérieur alors que l'objet est en train de sortir, donc en train de s'éloigner du Soleil. Donc, il entraîne une accélération, donc le mouvement radial positif du corps qui est en train de s'éloigner du Soleil est freiné, parce que la force est dirigée vers le Soleil, et donc l'excentricité de l'orbite du petit corps tend à diminuer, mais aussi une force qui est un peu vers l'arrière, donc exerce une composante azimutale qui, elle, s'oppose au mouvement de l'objet. Donc, freine aussi l'objet sur son orbite, lui fait perdre du moment cinétique et de l'énergie, et donc son demi-grand axe doit diminuer. Ça veut dire donc que si on remet tout ça dans un diagramme demi-grand axe excentricité, vous avez ici la planète sur une orbite circulaire, l'objet sur une orbite excentrique proche de la résonance, mais un peu à l'extérieur. Les jeux des forces, donc cette force la plus intense, la force maximale, tendent à faire diminuer l'excentricité de l'objet et diminuer les demi-grands axes de l'objet. Donc l'orbite de l'objet va évoluer dans la direction de cette flèche noire. Prenons les cas opposés, donc un petit corps, toujours sur une orbite elliptique qui soit un peu plus près du Soleil que la résonance de 1, et on va voir l'opposé. Donc cette fois, l'objet va un peu plus vite, et donc quand la planète aura fait un tour, l'objet aura fait plus qu'un demi-tour. Et donc, la conjonction va se faire, non pas quand la planète aura fait son deuxième tour, mais un peu plus tard. Donc, comme on va voir dans l'animation, donc là, le petit corps a terminé son orbite, la planète le rejoint, et voilà, là, on est dans la configuration, dans la conjonction Soleil, planète, petit corps alignés. Mais encore une fois, les points d'approche minimale entre la planète et les petits corps, donc les points où il s'exerce la perturbation maximale, ne sera pas là, sera un peu plus tard, un peu après. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une force qui est dirigée vers l'intérieur, alors que l'objet est en train de diminuer sa distance vers le Soleil, parce qu'il est en train d'aller vers les périhélies. Et donc, les mouvements radial négatifs du petit corps accélérés, ça veut dire que son excentricité doit augmenter. Et la force est un peu en avant par rapport à la ligne qui joint le Soleil à l'objet. Et donc, ça veut dire qu'il y a une composante azimutale dirigée comme les mouvements de l'objet. Donc, l'objet est accéléré, son moment cinétique et son excentricité et son énergie augmentent. Et donc, les demi-grands axes doivent augmenter. Et donc, si on reprend la même représentation que tout à l'heure, planète circulaire, objet excentrique, cette fois un peu à l'intérieur de la résonance exacte, on a vu que son orbite doit évoluer comme ce segment noir, cette flèche noire, son excentricité doit augmenter, son demi-grand axe doit augmenter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un corps est exactement en résonance, il y reste, il ne bouge pas, mais si un corps est déplacé par rapport à la résonance, il va osciller sur une ligne qui est transverse, comme celle-ci, et comme un pendule autour de son point d'équilibre. Et on appelle amplitude de la résonance l'amplitude maximale que ce mouvement oscillatoire peut avoir, parce qu'évidemment, si je m'éloigne trop de la résonance, ben, le mouvement orbital du petit corps et le mouvement orbital de la planète vont être tout à fait incorrélés, il faut seulement des petites déviations. Donc, ceci définit l'ampleur, la taille de la résonance en demi-grand axe à une excentricité donnée. Mais à excentricité nulle, cette amplitude doit être nulle, parce que si l'objet est sur une orbite circulaire, ben les points d'approche minimale sera toujours à la conjonction, bien sûr. Et donc, ça veut dire que la taille des résonances doit être en forme de V, hein, pas nécessairement des lignes droites, hein, ça peut être des lignes un peu courbes, voilà, d'une manière ou d'une autre, mais qui se rétrécit à zéro, à excentricité zéro, et augmente à excentricité plus grande. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. Bon,
Donc là, ces courbes que j'ai tracées tout à l'heure, je vous ai montré comment on les calcule, et montre donc l'ampleur des résonances. Vous voyez, ça pique vers une ampleur nulle à excentricité nulle, et les résonances s'évasent et deviennent de plus en plus grandes. Et donc là, on peut bien identifier les objets qui sont en résonance parce qu'ils tombent entre les deux bords de la résonance. Une caractéristique que je vous ai montrée tout à l'heure est que ces corps résonants, apparemment, n'ont pas de problème à avoir des excentricités élevées, suffisamment élevées qu'ils croisent l'orbite de Neptune, à différence, par exemple, des objets du disque dispersé. Et que la taille des résonances diminue, donc il grandit avec l'excentricité jusqu'à arriver à la ligne de croisement de Neptune, diminue, se rétrécit au-dessus. Alors on voudrait comprendre pourquoi, et ça aussi c'est assez facile à comprendre. Donc prenons maintenant le même exemple d'un petit corps en résonance 2,1 avec la planète, cette fois sur une orbite très excentrique qui permet de croiser l'orbite de la planète. Donc on y va. Et on voit que, effectivement, l'objet a une orbite très elliptique, il coupe l'orbite rouge, mais quand il coupe l'orbite rouge, la planète n'est pas là, pas au rendez-vous. Et quand les... pourquoi ça serait ça? Voilà. Et donc, pendant tous ces mouvements, même si les petits corps croisent l'orbite de la planète n'est jamais au rendez-vous au moment où les petits corps croisent l'orbite. Et donc, il n'y a pas, même si les orbites se croisent, il n'y a pas de rencontre proche entre les planètes. C'était le cas d'une résonance 3,2, pardon, pas 2,1. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe, nous pouvons nous mettre dans un repère tournant avec la planète. Donc, dans ce repère tournant avec la planète est fixe, et celle-ci est la trajectoire du petit corps dans les repères tournant avec la planète. Donc, effectivement, le corps au périhélie est assez proche au Soleil, autant aussi proche que la planète l'est au Soleil, voire moins, mais comme vous voyez, le point d'approche maximale au Soleil est toujours à 90 degrés par rapport à la position de la planète vis-à-vis du Soleil. Et donc, il n'y a pas de rencontre possible, même si on traverse l'orbite de la planète. C'est exactement le cas de Pluton, dont l'orbite croise l'orbite de la planète de Neptune. Alors, on a vu tout à l'heure que quand on est en résonance, bon, si on est exactement au centre, on ne bouge pas, et c'est le cas ici, donc avec cette trajectoire à 90 degrés par rapport à la planète, mais si on est un peu écarté de la résonance, on oscille sur ces lignes diagonales dans un espace demi-grand axe excentricité. Dans cette représentation, qu'est-ce que ça veut dire osciller? Ça veut dire que cette figure oscille. Voilà. Et donc, on appelle angle de libration l'angle maximal de déplacement de cette boucle. Donc, dans son mouvement, voilà, ça c'est l'angle de libration, c'est tout clair. Et alors, on peut se demander quel est l'angle maximal de libration. Et si vous avez une orbite faiblement excentrique, donc la boucle est un peu petite, vous pouvez avoir un très grand angle de libration avant que l'orbite touche la planète, et donc avoir une rencontre proche physique entre le petit corps et la planète qui déstabilise le petit corps. Mais si vous avez une orbite avec une excentricité plus grande, qui fait une boucle beaucoup plus grande, évidemment, la condition de collision a lieu pour un angle de libration qui est plus petit. Donc, vous voyez ici, l'angle de libration est presque 90 degrés, là, est seulement 45 degrés. Et donc, ceci explique pourquoi les résonances se rétrécissent, parce que plus c'est grande votre excentricité, moins vous pouvez librer autour du point d'équilibre au centre de la résonance et continuer à éviter la planète. Donc voilà, c'est pour ça que tous ces objets résonants peuvent avoir des excentricités élevées, croiser l'orbite de la planète et pas en souffrir et pas être déstabilisés dynamiquement. Maintenant, donc, je vous ai montré ce manque d'objets de la population froide. Et je vous ai dit, c'est dû à une instabilité dynamique qui a lieu seulement à faible inclinaison. Alors, pour comprendre, il faut parler un peu de dynamique séculaire. Donc, pour le moment, on a dit de regarder les résonances des moyens mouvements. Donc, c'est les résonances qui ont lieu par rapport aux périodes orbitaux. Donc, il faut commencer à parler d'un autre phénomène qui caractérise les orbites, qui est la précession orbitale.
Les ellipses ne sont pas fixes dans l'espace, mais si un objet n'est pas seul autour de l'étoile, à cause des perturbations avec les autres corps, l'ellipse doit tourner autour du Soleil, et donc la longitude du périhélie doit tourner autour du Soleil. Pourquoi ça? Ça aussi, on peut les comprendre assez facilement. Prenons l'exemple de l'étoile, d'une planète, par simplicité sur une orbite circulaire, et d'un petit corps sur une orbite elliptique. Donc on n'est pas en résonance. Donc ça veut dire que toutes les configurations relatives du petit corps par rapport à la planète, en moyenne, sur les temps, intégrées sur les temps, sont possibles. Le petit corps peut être partout, la planète peut être partout. Il n'y a pas de configuration interdite parce qu'il n'y a pas de résonance entre les périodes orbitales. Donc prenons un point hasard sur l'orbite du petit corps. Disons, il est là. Alors pour ce point, je peux prendre une position de la planète, hasard, mais je peux toujours prendre sa position symétrique par rapport à la ligne qui joint l'objet au Soleil. Et donc là, la planète exerce tantôt cette force-ci, tantôt cette force-là. Alors comme vous voyez, par symétrie, la composante tangentielle de ces deux forces, quand je les additionne, est nulle. Donc ça veut dire qu'en moyenne, il n'y a pas une composante tangentielle de la force due à la perturbation de la planète sur le petit corps. En revanche, les deux forces se somment dans la direction radiale. Okay. Et donc, la force radiale que l'objet ressent, due à la somme de l'action du Soleil et l'action de la planète, est une force dirigée vers le Soleil, mais qui n'est plus tout à fait proportionnelle à 1 sur r carré, comme c'est la force de gravité exercée par le Soleil, parce qu'il y a un petit bout qui se rajoute, qui lui est proportionnel à 1 sur delta au carré, où delta est la distance entre le Soleil et l'objet et la planète. Donc, tout se passe comme si l'objet ressentait une force qui vient du Soleil, en moyenne, sur toutes les configurations de la planète possible, qui n'a pas composante tangentielle, qu'une composante radiale, mais qui n'est pas proportionnelle à 1 sur R2. Et si la force n'est pas proportionnelle à 1 sur R2, ça veut dire que l'orbite ne se ferme pas. C'est une spécificité de la force de gravité qui est proportionnelle à 1 sur R2 qui permet à l'orbite de se fermer. Ça, c'est un joli exercice que les étudiants peuvent faire en prenant l'équilibre sur une orbite circulaire, en faisant l'équation aux variations, et montrer que l'oscillation radiale est égale à la fréquence de révolution autour de l'astre, si et seulement si la force est en 1 sur R2. Et donc, si l'orbite ne se ferme pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme si l'orbite tournait. Donc, cette orbite initialement noire va devenir l'orbite rouge, puis l'orbite verte, puis l'orbite bleue, puis l'orbite azur, etc. En d'autres termes, la direction du périhélie, qui initialement est celle-ci, va tourner avec les temps, parce que justement l'orbite ne se ferme pas et les mouvements azimutaux sont un peu plus rapides que l'oscillation radiale. Donc, le résultat est une rotation de l'orbite autour du Soleil, et c'est cette rotation qu'on appelle la précession. Donc, la direction du périhélie change dans le temps. Et vu qu'on n'est pas seul autour du Soleil, il y a plusieurs planètes, plusieurs corps, tout précesse dans le système solaire, les planètes, les petits corps, etc. Donc, il n'y a aucune orbite qui soit fixe. Alors maintenant, armé de ça, regardons la structure dynamique de la ceinture de Kuiper aujourd'hui, donc avec les planètes sur leurs orbites, etc., les systèmes solaires tels qu'on les connaît. Il n'y a pas de modélisation ici, c'est la simple réalité. Donc ça, c'est un vieux diagramme fait même dans les années 95. C'est une carte de stabilité. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les auteurs ont pris des objets à différentes valeurs du demi-grand axe d'inclinaison pour une excentricité initialement nulle, et ils les ont simulés à l'ordinateur. Ils ont simulé à l'ordinateur leur évolution sur 1 milliard d'années. Et les codes couleurs montrent au bout de combien de temps l'objet rencontre Neptune et est déstabilisé. Donc, noir, ça veut dire que l'objet est très instable, il fout le camp tout de suite. Et c'est bleu clair, ça veut dire que l'objet est stable sur 1 milliard d'années, sans doute pour l'âge du système solaire. Donc, par exemple, toutes ces régions ici, en bleu clair, sont stables sur 1 milliard d'années. Et vous voyez que les objets qui ont une inclinaison de 20 degrés, entre 40 et 42 unités astronomiques, sont parfaitement stables. Mais les objets qui ont une faible inclinaison, donc qui font partie de la ceinture froide, sont dans les noirs foncés. Donc, sont très instables. C'est pour ça qu'il n'y a pas de population froide dans la région 40-42 unités astronomiques. Et même, pourquoi? Et la raison est ces courbes colorées.
Ces courbes colorées montrent la position des résonances séculaires. C'est les lieux où la précession de l'orbite de l'objet est égale à la précession de l'orbite de Neptune. Et en particulier, les courbes rouges, marquées ici G égale à G8, c'est un peu un jargon, mais ça veut dire que la précession du périhélie de l'objet est égale à la précession du périhélie de Neptune. Et pour la ligne jaune, c'est pour les lignes de nœuds. Alors, pourquoi les objets n'aiment pas ça? N'aiment pas être en résonance séculaire, donc on les appelle résonance séculaire, quand les taux de précession sont les mêmes, résonance séculaire avec Neptune. Et ça encore, on peut l'expliquer avec les mains, mais correctement. Donc, prenons, donc on en a la planète et les petits corps sur leurs orbites, et les orbites précessent. Donc, on va se mettre dans un repère tournant qui tourne avec la précession de l'orbite du petit corps. Donc, ça veut dire que dans ces systèmes tournants, l'orbite du petit corps est une ellipse fixe. Neptune, un peu excentrique, hein, pas tout à fait circulaire, il précesse aussi, et s'il précesse à un taux différent du petit corps, dans ces systèmes tournants avec l'orbite du petit corps, évidemment, l'orbite de Neptune précesse à un taux différent. Donc, sur le temps, intégré sur le temps long, l'orbite de Neptune dessine pas une orbite, mais une bande, un anneau. Et c'est cette bande rouge que vous voyez ici. Donc on peut refaire, c'est la même chose que j'ai fait tout à l'heure, on peut calculer une force moyenne. Pour ce faire, je prends un point hasard sur l'orbite du petit corps, et pour chaque point de l'orbite du petit corps, je peux identifier deux positions de la planète qui sont symétriques pour que les orbites annulent leur composante azimutale, il n'y a qu'une composante radiale, donc le résultat est le même. Ça veut dire que si on n'est pas en résonance, la seule influence de la planète sur les petits corps est forcer une précession. Mais qu'est-ce qui se passe si on est en résonance? Si on est en résonance, dans mon repère tournant qui tourne avec la précession de l'orbite du petit corps, donc l'orbite du petit corps est une ellipse, la planète qui précesse au même taux est fixée aussi. Donc maintenant, on a les deux orbites l'orbite de la planète et l'orbite du petit corps qui sont fixes dans ces systèmes tournants. Et si les directions des périhélies ne sont pas les mêmes, vous voyez, la figure n'est pas symétrique. Il y a une rupture de symétrie. Alors maintenant, on va évaluer les forces. Donc, quelle va être l'action de la force de la planète sur les petits corps. Encore une fois, bon, il faut intégrer sur toutes les positions, bien sûr, faire la moyenne, mais la moyenne est dominée par la force la plus forte, qui, encore une fois, a lieu au point de rapprochement maximal. Et le rapprochement maximal est celui-là. Donc la force la plus forte est là. Et cette force est, si les périhélies ne sont pas alignées, pas dirigée exactement comme la direction entre le Soleil et les petits corps. Donc ça veut dire que cette force a une composante azimutale, et cette composante azimutale exerce donc un couple qui fait changer les moments cinétiques du petit corps. Et les moments cinétiques du petit corps s'écrit par cette formule, la racine carrée du produit du demi-grand axe fois 1 moins E carré. Et donc cette quantité doit changer parce que la force n'est pas radiale. D'autre côté, cette force est orthogonale à l'orbite du petit corps, même si le petit corps est excentrique. Et donc, vu qu'elle est orthogonale, ça veut dire que le travail de cette force est nul, parce que le travail de la force est le produit scalaire entre la force et le déplacement. Et si le travail est nul, il n'y a pas de changement d'énergie. Et l'énergie, elle, est liée au demi-grand axe. Donc, énergie constante, ça veut dire demi-grand axe constante. Et donc, ça veut dire que, d'une part, en résonance séculaire, on ne change pas demi-grand axe. Ce n'est pas comme en résonance de moyen mouvement, le demi-grand axe reste fixe. D'autre part, si le demi-grand axe est fixe et le moment cinétique change, c'est l'excentricité qui change. Donc, en résonance séculaire, votre orbite à demi-grand axe fixe change d'excentricité. Et on peut faire les calculs proprement, et on voit que l'évolution d'un objet en résonance peut être décrite par ces diagrammes. Donc, ces diagrammes montrent sur l'axe des X les produits de l'excentricité du petit corps fois les cosinus de la différence de la longitude du périhélie du petit corps de la planète. En ordonnée, les produits de l'excentricité du petit corps fois les sinus de la différence encore des périhélies. Et la dynamique d'une résonance séculaire force les petits objets à suivre une de ces courbes selon ces conditions initiales. Donc, par exemple, si vous êtes ici, initialement à très faible excentricité, l'excentricité nulle est au centre de ces diagrammes, la dynamique de la résonance séculaire vous fera évoluer sur cette courbe rouge, ce qui ça veut dire
s'éloigner du centre, donc augmenter l'excentricité. Mais vous augmentez l'excentricité, à un moment donné, vous allez croiser l'orbite de Neptune, qui, elle, est croisée à une excentricité donnée. Et puisque vous n'êtes pas en résonance de moyens mouvements, vous n'êtes pas protégé des rencontres proches, donc vous allez avoir une rencontre proche avec Neptune qui vous éjecte. Et donc c'est la raison pour laquelle cette région entre 40 et 42 unités astronomiques est vide d'objets de faible inclinaison. La ceinture de couche froide ne rentre pas là-dedans, parce que c'est une zone qui est instable aujourd'hui. Donc il n'y a pas de mystère. Hein. C'est une région instable, évidemment, il n'y a pas de corps. Et seulement la population chaude, parce que la plus grande inclinaison, n'est pas en résonance séculaire et donc peut persister. Très bien. Maintenant, faisons un zoom out de la situation. Donc pour le moment, je décris la région qui se trouve entre 40 et 50 unités astronomiques, et regardons ce qu'il y a plus loin. Et la première chose qui saute aux yeux est qu'il y a un bord. Tous ces objets-là, donc ça c'est la population classique, s'arrêtent presque brutalement en 48 unités astronomiques à la position, la résonance 2,1 avec Neptune, il n'y a rien au-delà. À petite excentricité, et ce qu'on trouve au-delà est seulement à grande excentricité. Alors, première chose, waouh, c'est un bord, ok. Mais première chose qu'on doit se demander, est-ce que ceci est vrai, ou c'est un vrai bord, ou c'est un biais observationnel? Évidemment, si vous êtes à excentricité nulle, plus le demi-grand d'axe est grand, plus vous êtes loin du Soleil. Et donc, vous devenez plus sombre, plus difficile à être détecté par les astronomes. Si en revanche, vous avez une grande excentricité, même si le demi-grand d'axe est grand, la distance au périhélie est petite, donc au passage au périhélie, vous êtes relativement proche du Soleil, les astronomes peuvent vous repérer. Donc on pourrait se demander, oui, voilà, ça c'est un biais observationnel, je peux seulement découvrir les objets qui sont là. Mais bon, les biais observationnels peuvent être modélisés. Et déjà en 2001, Trujillo et Brown avaient essayé de faire des observations fictives en supposant que la population froide s'étend avec, et s'estompe radialement avec différentes lois des puissances. Ils ont montré, par exemple, que si la densité des objets dans la population froide diminuait avec la distance au Soleil à la puissance moins 3,5, on aurait dû découvrir des objets plus loin selon cette courbe assurée, alors que les objets qu'on découvre sont l'histogramme que vous voyez ici au centre. Et pour reproduire cet histogramme qui s'arrête à 48 unités astronomiques, il faut supposer que, bon, peut-être le bord n'est pas net, mais la population doit chuter comme 1 sur L à la puissance 11. Donc c'est quand même un bord assez net. Et vous pouvez vous demander, est-ce que, bon, c'est un trou, une sorte de lacune, et la population reprend plus loin? Oui, vous pouvez faire différents cas de figure. Par exemple, vous pouvez exclure que la population reprend à 100 unités astronomiques, sinon on l'aurait vu. Donc pour ne pas être vu, la population peut reprendre, bien sûr, mais elle doit reprendre au-delà des 150 unités astronomiques. Donc il n'y a pas vraiment raison qu'il y ait un trou entre 48 et 150 unités astronomiques. Donc je dirais que la conclusion est que, en fait, la population circulaire, donc vestige du disque des planétésimaux primitifs, s'étendait seulement jusqu'à ces distances-là, et il n'y a pas d'objets qui se sont formés dans les disques du système solaire au-delà de 48-50 unités astronomiques. Ça, c'est déjà une information très très forte sur l'effective taille de notre système solaire à sa naissance. Cependant, de temps en temps, vous lisez dans la littérature des articles qui disent « Non, non, il y a des objets plus distants, voilà, on a découvert une deuxième ceinture, etc. » Le dernier papier dans la série, c'est ce papier très récent de Wes Fraser et beaucoup de collaborateurs. Donc, eux, ils ont pointé le télescope, pour des longues pauses, pour avoir des objets très faibles, donc en principe très distants. Et ils ont effectivement découvert des objets très distants, jusqu'à 160 unités astronomiques aujourd'hui au moment de la détection. Et donc ces diagrammes montrent la distance à laquelle ces objets sont découverts par rapport à l'inclinaison. Parce que quand vous détectez un objet, il faut le dire, c'est pas évident, vous mesurez deux choses. Vous mesurez la distance au Soleil, parce que en fait, vous voyez les mouvements parallactiques de l'objet dus au mouvement de la Terre. Et donc ça vous donne immédiatement la distance de l'objet à vous. Et vous voyez l'inclinaison, parce que c'est l'inclinaison, le petit mouvement de l'objet dans le ciel, vous dit l'inclinaison de l'orbite. Mais il faut beaucoup d'observations qui durent plusieurs années
pour avoir les demi-grands axes et l'excentricité, c'est-à-dire la forme de l'orbite. Et pour ces objets très distants, très faibles, c'est très difficile de les suivre sur les années, et donc finalement on n'a pas l'excentricité, on n'a pas le demi-grand axe. La seule chose qu'on a, c'est la distance à la découverte et l'inclinaison. Donc c'est un fait qu'il y a des objets qui jusqu'à 160 unités astronomiques à l'heure d'aujourd'hui. Mais si vous regardez les inclinaisons, elles sont toutes élevées. Il n'y a pas des inclinaisons très faibles. Donc ce qu'on est en train de détecter là n'est pas une prolongation de la ceinture froide ou une deuxième ceinture froide qui serait plus loin, c'est une prolongation tout au plus de la ceinture chaude ou du disque dispersé ou du disque fossilisé. Il n'y a aucune évidence à l'heure d'aujourd'hui que la population froide s'étend au-delà des 48 unités astronomiques, et donc ça semble correct et pertinent d'affirmer que les objets du système solaire se sont formés à l'intérieur des 48 unités astronomiques, rien ne s'est formé au-delà, et que les objets qu'on voit plus loin ont été envoyés plus loin par l'interaction avec les planètes, ce qui nous amène à parler du disque dispersé. Donc justement, pour parler de cette autre sous-composante qui est les disques dispersés, ce qui nous fait comprendre comment certains objets peuvent se retrouver aujourd'hui très loin, même si apparemment les disques originaux étaient très petits, donc on n'allait pas au-delà des 50 unités astronomiques. Donc ici, vous avez un diagramme, c'est une animation, je vous montrerai, donc qui montre demi-grand axe excentricité de deux objets. Et ces courbes-là marquent la distance périhélique. Donc la courbe continue, c'est la distance périhélique à 30 unités astronomiques, donc périhélie égale à la distance de Neptune du Soleil. Donc si vous êtes au-dessus de cette ligne, vous croisez l'orbite de Neptune. Si vous êtes en dessous, vous ne la croisez pas tout à fait. Mais si la ligne assurée marque la distance périhélie de 35 unités astronomiques, donc à la distance périhélique, vous êtes seulement à 5 unités astronomiques de Neptune, la ligne pointillée, c'est 40 unités astronomiques. Et donc, on va voir l'évolution de deux objets, un qui a un périhélie de à peu près 35 unités astronomiques, l'autre qui a un périhélie de 40 unités astronomiques. Les temps est là-haut. Donc, on lance la simulation. Dans cette simulation, il y a juste ces deux objets-là et les planètes. Donc, on lance, et vous voyez que, alors que l'objet qui a un périhélie de 40 unités astronomiques oscille un tout petit peu, parce qu'il y a quand même une planète qui la perturbe, mais pas énormément, l'autre se balade tout à fait. Donc, il était là, maintenant il se déplace par là, à un moment donné, il sortira du diagramme pour revenir, etc. Donc, ces objets, ça c'est l'essence de ce qu'on appelle les disques dispersés. Donc, c'est un disque formé d'objets que, vu qu'il passe suffisamment près de Neptune, reçoit des grosses perturbations au périhélie et qui changent significativement leur demi-grand axe et leur excentricité de façon corrélée, et donc sont des objets mobiles. Ce n'est pas parce qu'on les observe là aujourd'hui qu'ils sont là depuis toujours. Et ils seront là demain. Ils continuent à se déplacer. Alors que les objets qui ont un périhélie plus loin, eux, en gros, en moyenne, ne bougent pas. Ils ont juste une petite oscillation. Et donc ça, c'est ce qu'on appellera un objet du disque dispersé, et ça, c'est ce qu'on appellera un objet du disque fossilisé. Alors, il y a quand même quelque chose d'un peu intriguant dans tout ça. Le premier est, OK, d'accord, pour les objets qui croisent l'orbite de Neptune, parce que l'objet qui croise l'orbite de Neptune aura une rencontre proche tôt ou tard avec Neptune, et donc des perturbations très très fortes, voire même des collisions, et ce qui peut évidemment complètement chambouler l'orbite, parce qu'on n'est plus dans les cas de petites perturbations. Mais pourquoi on a des objets du disque dispersé jusqu'à 35 unités astronomiques, donc des objets qui ne croisent pas l'orbite de Neptune? Et la raison est que pour être mobile en demi-grand axe, il n'est pas tout à fait nécessaire de croiser l'orbite de Neptune, mais ça suffit d'être dans une région où les résonances des moyens mouvements se recouvrent. Donc ici, vous avez un diagramme calculé théoriquement, demi-grand axe ici, excentricité, et là, les courbes en couleur, chaque paire de courbes, en fait, triplette de courbes, montre une résonance. Avec la ligne verticale, c'est la position de la résonance. Les deux lignes autour, c'est l'ampleur de la résonance, et comme je vous le disais tout à l'heure, les résonances ont amplitude nulle, excentricité nulle, et ils s'étalent, ils grandissent en augmentant l'excentricité. La ligne pour croiser l'orbite de Neptune est celle-là, la ligne blanche. Mais vous voyez que toutes ces courbes vertes, mauves, qui représentent toutes les possibles différences de résonance des moyens mouvements qui existent, à un moment donné, se recouvrent. Donc vous avez une région où vous avez un chevauchement de résonance des moyens mouvements. Et ça vous donne une mobilité en demi-grand axe,
Parce que dans la résonance des mouvements, vous oscillez autour de la résonance, mais si à un moment donné, votre résonance se recouvre avec la résonance voisine, vous oscillez autour d'une résonance, et puis vous changez de résonance, vous allez osciller autour de la voisine, et après vous prenez encore la voisine, etc. Et d'une résonance à l'autre, vous sautez d'une résonance à l'autre, vous vous baladez. Et donc, vous déplacez. Effectivement, si on fait, bon, le premier, celui-ci était un diagramme, un modèle où on calcule les amplitudes de toutes les résonances. Si on fait un calcul numérique, c'est qu'on fait Robutel et Lascar en 2001, vous prenez une grille des conditions initiales. Encore une fois, un demi-grand axe, excentricité, inclinaison nulle pour faire simple. Et chaque condition initiale, vous faites une simulation sur 1 milliard d'années. Et vous regardez qu'est-ce qui fait l'orbite. Ici, en particulier, Robutel et Lascar ont calculé un indicateur du chaos. Donc, si l'orbite est stable, cet indicateur est très négatif, et si l'orbite est très chaotique, cet indicateur est proche de 0. Et donc, ils ont codé en couleur donc, cet indicateur de chaoticité. Et qu'est-ce que vous voyez? Que si vous êtes à faible inclinaison, à faible excentricité, pardon, c'est très bleu foncé, donc les orbites sont très régulières. Si vous êtes enfoncé bien à l'intérieur de la résonance principale, c'est super stable. Okay? Mais vous voyez aussi, toutes les bords de résonance sont un peu chaotiques, donc les résonances sont visibles pas seulement par leur tache noire au centre, mais par leurs bords colorés en vert, en azur. Et donc vous voyez toute cette forêt de résonance. Et ces forêts de résonance, effectivement, s'échevauchent, et s'échevauchent là où les couleurs deviennent uniformément azur ou vert. Donc, s'échevauchent à une distance, à une excentricité qui correspond à une distance pérélique entre 35 et 40 unités astronomiques. Cette courbe rouge, c'est la distance pérélique 40 unités astronomiques, vous la voyez là, plus petit demi-grand axe. L'autre, c'est 30 unités astronomiques, et comme vous voyez, la barrière entre les chaos forts, disons jaune ou vert, et les chaos très faibles, azur ou stabilité bleue, est presque à 40 unités astronomiques, 38 à peu près. Donc, les disques dispersés ne concernent pas seulement les objets qui croisent l'orbite de Neptune, mais s'étendent jusqu'à 5 ou 8 unités astronomiques au-delà de Neptune à cause de ce chevauchement des résonances. Quand vous êtes dans les disques dispersés, donc vous êtes mobile. Mais comme vous avez vu dans l'animation, vous n'êtes pas mobile n'importe comment. Vous êtes mobile en suivant des courbes qui sont presque des courbes Pirelli constantes. En fait, ce n'est pas le Pirelli qui est constant, c'est une autre grandeur qu'on appelle les paramètres de Tisserand. Les paramètres de Tisserand sont inventés par Tisserand et c'est écrit comme ça, c'est l'inverse du demi-grand axe plus 2 fois la racine carrée du demi-grand axe qui multiplie 1 moins l'excentricité au carré fois le cosinus de l'inclinaison. Cette quantité est constante. C'est assez miraculeux. Et en fait, c'était hyper important à l'époque. Pourquoi c'était hyper important à l'époque? Pourquoi Tisserand l'a inventé, l'a trouvé? Parce que de temps en temps, on voit des comètes. Et les comètes, parfois, on les voit aujourd'hui, mais le passage avant, bon, c'était il y a 80 000 ans, on ne sait rien, personne ne l'observait, mais parfois, c'était les siècles avant. Mais les siècles avant, la comète avait une autre orbite. Et donc, comment savoir si la comète qu'on voit aujourd'hui est la même que les anciens ont vue il y a 150 ans? Et il faut chercher un invariant, qui reste le même pour la comète au fur des trajectoires. Et donc, Tisserand a trouvé ça. Alors, ça a l'air magique, mais je vais vous le dériver dans la prochaine slide. C'est tout simple, en fait, à dériver. Mais, donc, l'évolution, ces paramètres de Tisserand est conservé, en réalité, pas toujours, est conservé seulement si la dynamique de l'objet est dominée par une seule planète qui est une orbite circulaire. Mais ces objets du disque dispersé, en gros, ressentent que la perturbation de Neptune, et l'orbite de Neptune est presque circulaire. Donc, on a un très bon exemple. Donc, les paramètres de Tisserand doivent rester constants, et ce diagramme vous montre les courbes des paramètres de Tisserand constants, un demi-grand axe excentricité. Donc, la planète ici est placée à 1, coordonnées renormalisées. Les courbes noires, c'est les limites pour croiser l'orbite de la planète. Donc, si vous êtes ici, vous croisez l'orbite de la planète. Si vous êtes là, vous ne croisez pas l'orbite de la planète. Mais de toute façon, si vous évoluez, vous devez évoluer sur une ligne des paramètres de Tisserand constants. Et comme vous voyez, ce n'est pas tout à fait une ligne Pirelli égale constant ou Affelli égale constant, mais c'est assez proche quand même.
Et donc, vous avez l'impression, dans l'animation, comme celle de tout à l'heure, que les objets se déplacent sur une courbe périhélie égale constant quand ils sont dans les disques dispersés au-delà de Neptune, parce qu'on est en gros dans cette configuration-là où la courbe paramètre de Tisserand égale constant est pratiquement parallèle à la courbe distance de périhélie égale à 1. Alors, comment diable on obtient que cette quantité est constante? C'est relativement facile si on fait une petite incursion dans la dynamique hamiltonienne. Alors, je parlais un peu de dynamique hamiltonienne au printemps. Je vais reprendre les éléments très rapidement ici pour ce qui nous concerne. Donc, le formalisme hamiltonien est très utilisé en mécanique, en particulier en mécanique céleste, et c'est une manière particulière d'écrire les équations du mouvement. Donc, les équations du mouvement s'écrivent comme des dérivées d'une unique fonction qu'on appelle l'hamiltonien. Et donc, l'hamiltonien du problème restreint des trois corps a cette forme-là, où R, le vecteur R est la position héliocentrique du petit corps, V, le vecteur V est sa vitesse héliocentrique, S est le vecteur de position de la planète, qui a une masse m, delta est le vecteur qui joint de la distance planète-petit corps, et ici on a choisi les choses pour que les unités de mesure, pour que la somme de la masse de l'étoile plus la masse de la planète et la constante de gravité soit égale à 1, pour se libérer un peu de constante. Voilà. Alors, si un problème s'écrit sous forme hamiltonienne, ça veut dire que les équations du mouvement sont les dérivées partielles hamiltoniennes. Plus en particulier, la dérivée du vecteur position du petit corps est la dérivée partielle de l'hamiltonienne par rapport au vecteur vitesse. La dérivée des vitesses est égale à moins la dérivée de l'hamiltonien par rapport au vecteur position. Okay. Et c'est comme ça que vous écrivez les équations du mouvement, caractéristique du formalisme hamiltonien. Maintenant, on peut se demander, est-ce que l'hamiltonien change dans les temps? Donc, la dérivée totale de l'hamiltonien par rapport au temps est la dérivée partielle de l'hamiltonien par rapport au vecteur V fois la dérivée de V par rapport au temps, plus la dérivée partielle de l'hamiltonien par rapport au vecteur R fois la dérivée du vecteur R par rapport au temps, plus la dérivée de l'hamiltonien par rapport au temps directement. Et vu les équations d'Hamilton, dans les équations du mouvement, ben, ce terme-là est toujours 0. Si vous substituez, ben, c'est un moins l'autre, donc c'est 0. Et donc vous avez que l'hamiltonien change avec les temps si elle est une fonction explicite du temps. Et elle est une fonction explicite du temps, parce que ça c'est le problème restreint des trois corps, donc ça veut dire que le vecteur S, qui est le vecteur position de la planète, a une fonction du temps donnée. Donc cet hamiltonien dépend du temps à travers S et à travers delta, bien sûr. Et donc en principe n'est pas conservé. Mais si la planète est sur une orbite circulaire, et vous vous mettez dans un repère, dans un système de référence tournant avec la planète est fixe. Okay. Et donc S n'est plus une fonction du temps, et delta ne dépend plus explicitement du temps, mais seulement de la position du petit corps, parce que la planète est fixe à un endroit donné, à S égale à 1 sur l'axe des X. Et donc, vu qu'on a éliminé dans ce repère tournant la dépendance explicite en temps de l'hamiltonien, maintenant l'hamiltonien devient constant. Alors, qu'est-ce que c'est cet hamiltonien constant? C'est ce qu'on appelle la constante de Jacobi. Donc, ça s'écrit comme ça, hein, si vous faites les changements des variables. Et donc, là, vous allez reconnaître deux morceaux. Donc, les premiers, c'est rien d'autre que le problème des deux corps, Soleil, petit corps, et donc qui, lui, caractérise l'énergie du petit corps, et l'énergie du petit corps est l'inverse du demi-grand axe. Et ce terme-là, qui est les moments cinétiques du petit corps, qui lui s'écrit comme celui-ci, la racine de A à 1 plus E carré cosinus de I. Mais il y a ces morceaux-là. Okay. Ces morceaux-là, quand on a une rencontre proche, il est important, parce que mu est petit, c'est la masse de la planète par rapport à l'étoile, mais delta, s'il y a une rencontre proche, peut être petite aussi. Donc vous avez une quantité petite divisée par une quantité petite, ça peut vous donner quelque chose de grand. Mais quand vous êtes sorti d'une rencontre, vous n'êtes plus en condition de rencontre, delta est grand,
S n'est pas petite, R n'est pas petit, donc toutes ces quantités sont d'ordre 1, mu est tout petit, et donc en première approximation, vous pouvez les négliger. Et donc la constante de Jacobi, loin des rencontres, se résume à la somme de l'énergie et du moment cinétique qui sont constantes. Et si vous faites la somme de ces deux-là, ben, vous avez bien les paramètres des tisserands. Vous faites la somme de ça, et vous multipliez par 2, et vous avez les paramètres des tisserands. Donc, le paramètre des tisserands est constant pour cette raison. Alors, l'origine du disque dispersé est toute triviale. Il ne faut pas imaginer un modèle tordu d'évolution du système solaire, etc., où les planètes changent, migrent, grandissent, etc. Donc, vous avez une planète qui se forme dans un disque des planétésimaux. Donc, disons, ici, je vous montre demi-grand axe, distance périhélique, parce que de l'ordre de la dispersion, la distance périhélique est conservée, donc c'est plus facile à voir. Donc, ça, c'est l'orbite circulaire. Donc, vous avez un disque des planétésimaux, vous avez une planète qui se forme. Qu'est-ce que va faire cette planète? Ben, elle va déranger les voisins, et ces voisins vont être dispersés à la suite des rencontres, s'ils croisent l'orbite de la planète, ou grâce à ces recouvrements de résonance des moyens mouvements, s'ils ne croisent pas l'orbite de la planète. Et donc, voilà, tous ces objets se baladent, c'est vraiment les disques dispersés dans le vrai sens du terme, et ils se forment, et ils s'étendent au-delà de 500 000 unités astronomiques, etc. Donc, pour comprendre la formation du disque dispersé, il ne faut pas avoir un modèle sophistiqué d'évolution du système solaire. C'est la conséquence naturelle de la formation des planètes dans un disque des planétésimaux. Et les seuls planétésimaux qui peuvent rester sur une orbite circulaire sont ceux qui sont suffisamment loin de la planète, donc en fait les objets de la population froide de la ceinture de Kuiper. Vous voyez qu'au fur du temps, là on a 720 millions d'années, le nombre de points qui se baladent diminue. Et ça, c'est parce que, ben, au fur des rencontres, soit les objets vont très loin, donc ils peuvent sortir du système solaire, aller dans les nuages de Oort, ça on verra la semaine prochaine, collisionner avec la planète, être injectés vers les soleils, etc. Donc en fait, la population du disque dispersé diminue dans les temps, et selon les simulations numériques, elle a diminué d'à peu près un facteur 99% sur la vie du système solaire. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est juste l'1% restant de ce qu'il y avait au départ. Et donc, cette population-là, dispersée, ne nous fait pas surprise, c'est juste les vestiges de ce qui était là, qui était renvoyé. C'est l'1% restant aujourd'hui. Mais la population fossilisée, que parfois on appelle détachée ou étendue, là aussi la nomenclature n'est pas unique parmi les auteurs, elle, c'est différent. Parce que là, on est très loin de Neptune, on ne se balade pas. On est là, on reste là pour toujours, pour toute l'âge du système solaire. Et donc, comment est-ce que ces objets sont arrivés là? Et donc, ben, c'est une question ouverte. C'est clair que dans les systèmes solaires actuels, les objets du disque dispersé ne vont pas là. Okay. Donc, c'est le premier indice qu'à un moment donné dans le passé, les systèmes solaires devaient être un peu différents de celui d'aujourd'hui pour que certains objets du disque dispersé descendent en excentricité et rentrent dans cette zone. Et après, le système solaire devient comme le système solaire actuel. Les objets qui sont dans cette zone se figent, d'où les noms fossilisés. Mais, en soi, c'est quelque chose qu'on devra reconstruire dans les cours futurs, mais qu'on ne peut pas directement expliquer sur la base du système solaire aujourd'hui. Donc, c'est les premiers indices que le système solaire était différent dans le passé, mais ce n'est pas l'unique. Parce que, par exemple, pourquoi la population chaude a développé une telle inclinaison alors que les objets, normalement, se forment sur les plans du disque? Ça non plus, ce n'est pas la dynamique du système solaire d'aujourd'hui qui nous l'explique. Pourquoi il y a autant d'objets résonnants? Les résonances, oui, existent, sont stables, mais leur volume n'est pas immense. Et il y a beaucoup plus, la densité d'objets dans les résonances est plus élevée qu'en dehors des résonances. Donc ça veut dire que, voilà, pourquoi les objets ont préféré aller dans les résonances plutôt que rester ailleurs. Donc c'est toutes des indices très forts que la ceinture de Kuiper nous donne et qui nous serviront comme indicateurs et tests pour tous les modèles de l'évolution, de la formation de l'évolution primitive du système solaire. Mais ça sera plutôt vers la fin du cours, à partir de mi-novembre, début décembre. Pour continuer à parler des transneptuniens, venons maintenant à une chose que je connais moins, qui sont les propriétés physiques des objets transneptuniens et leur corrélation avec les classes dynamiques, qui est particulièrement intéressante. Donc, dès très tôt, donc début des années 2000,
Les astronomes se sont aperçus que si vous prenez la population froide, ou la population chaude, ou la population dispersée, leur distribution des tailles est très différente. Donc ici, c'est en première étude, mais a été confirmée par d'autres ensuite, qui montre la distribution des tailles des objets de la population froide en rouge, de la population chaude, plutonaux et dispersée, tous ensemble en vert. Donc vous avez les nombres d'objets par degré carré du ciel, en fonction de leur magnitude, qui est leur brillance. Donc plus la magnitude est faible, plus l'objet est brillant, donc plus l'objet est grand. Et si vous préférez une échelle en taille, l'échelle en taille correspondante est au-dessus pour un pouvoir réfléchissant de 15%, je crois. Donc les grands objets sont à gauche, les petits objets sont à droite. Évidemment, comme les astéroïdes, comme tout le reste, vous avez beaucoup plus d'objets petits que d'objets grands. Ça, c'est toujours le cas. Mais pardon, vous voyez que la distribution des tailles pour les objets gros est différente. Les objets de la ceinture froide, leur nombre chute très rapidement avec leur taille. Et en fait, c'est rare de trouver des objets de la population froide plus grands que 500 km. Alors que les objets résonnants, la population chaude, la population dispersée, ont une distribution des tailles qui est moins raide. Et d'ailleurs, tous les grands objets transneptuniens, Pluton, Quaoar, Ixion, Varuna, Chaos, Eris, etc., sont en haute inclinaison. Aucun ne fait partie de la population froide. Et donc, cette distribution des tailles est un peu la signature de comment les corps se sont formés, dans quel environnement, avec quelle masse, etc. Et donc, c'est un premier indice que la population chaude et la population froide n'ont pas simplement des inclinaisons différentes, mais ont des histoires de formation différentes, des histoires de croissance différentes. Et pour quelques raisons, là où la population chaude s'est formée, c'était plus facile de former des gros corps que là où la population froide s'est formée. En partant de ces distributions de tailles observées, on peut estimer les masses totales. Combien d'objets, combien de masses il y a au-delà de Neptune. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas grand-chose. Donc la population froide a une masse très petite, de l'ordre d'1 millième de la masse de la Terre, voire moins. La population chaude est beaucoup plus grande. On observe moins d'objets parce qu'elle est dispersée en inclinaison, donc c'est moins facile de les trouver. Mais si on estime, on tient compte des biais observationnels et leur distribution des tailles, on fait l'intégrale, la somme, on estime que sa masse est à peu près 1/100e de la masse terrestre, donc la masse de la Lune équivalente. Et les disques dispersés devraient être encore plus gros, de l'ordre de 5 fois la masse de la Lune, voire la masse de Mars, collectivement, bien sûr. Une autre caractéristique très remarquable est la relation entre l'orbite des objets transneptuniens et leurs propriétés de surface. Alors, il y a deux manières de regarder les propriétés de surface. Il y a une manière à faible résolution, une manière à grande résolution. Donc, historiquement, on a commencé par la manière à faible résolution. Donc, si vous n'avez pas tout à fait un spectre, mais vous observez l'objet en quelques bandes de couleurs, vous faites calculer la différence de brillance à différentes longueurs d'onde. Donc, ça vous donne un gradient spectral qu'on appelle en couleur, parce qu'en fait, les couleurs que vous voyez avec vos yeux, c'est exactement ça. Et rapidement, on s'est aperçu, même si ça, c'est un diagramme relativement récent, qu'il y a différentes couleurs des objets transneptuniens. Il y a des objets qui sont vraiment très, très rouges. Ça veut dire qu'ils sont très, très rouges. Vous descendez en longueur d'onde, les objets deviennent plus brillants. Enfin, vous montez en longueur d'onde, pardon, les objets deviennent plus brillants. Des objets qui sont quand même assez rouges, un peu rouges et complètement plats, donc gris. Donc même luminosité à différentes longueurs d'onde. Et ce qui a frappé tout de suite les observateurs, c'est que la population froide, dans cette région située entre 42 et 48 unités astronomiques avec une inclinaison moins de 4-5 degrés, est faite exclusivement d'objets rouges et ultra-rouges. Alors que si vous allez ailleurs et vous regardez tout le reste, donc ici il y a de la population chaude, il y a de la population résonnante, il y a le disque dispersé, vous voyez un pot de pourri de tous les différents types de couleurs. Donc, vu que les couleurs sont liées aux propriétés chimiques de la surface, encore une fois, ça suppose que ces objets-là de la population froide ont une origine unique, parce qu'ils sont tous similaires, et différents des autres objets que
revanche, les autres populations collectionnent d'objets qui ont des natures chimiques et compositionnelles assez différentes. Aujourd'hui, on peut aller bien loin, bien sûr, parce qu'on peut avoir des spectres complets, et en particulier, les télescopes James Webb a permis de faire des spectres qui étaient absolument un rêve jusqu'à seulement il y a 2 ans. Donc, ce diagramme vient d'un article de Pinil Alonso et collaborateurs, donc 2 Français, Rosario Brunetto, qui est ici dans la salle, et Aurélie Gilbert-Repoutre. Donc, c'est un papier qui sortira sur Nature, mais ils m'ont permis de montrer ces diagrammes, et je les remercie, parce que la devise du Collège de France est « Enseigner la science en train de se faire », donc c'est très important que les gens m'envoient leurs derniers résultats et m'autorisent à les montrer. Moi, je le dis toujours, je ne suis que le porte-parole de la communauté, donc je suis tout à fait ravi de le faire. Donc, grâce à ces grands télescopes qui travaillent dans l'infrarouge, aujourd'hui, il est possible d'observer les objets et de faire un spectre complet sur la gamme des longueurs d'onde allant d'une fraction de microns à 5 ou 6 microns. Et ces auteurs ont regardé un grand nombre d'objets et ils ont vu que les spectres, sont tous différents, bien sûr, mais grosso modo, ils tombent dans 3 catégories, qui sont les 3 spectres que vous voyez là, auxquels ils ont donné des noms. Un ball, à cause de cette grande structure qui est là, double dip, donc double chute, à cause de ces pics que vous voyez là, et cliff, à cause de cette grande chute voilà, que vous voyez ici. Donc, peu importe les noms, et clairement, donc, les différentes structures, c'est des bandes spectrales, révèlent la nature chimique de ces objets. Donc, dans les objets de type ball, on voit clairement les bandes dues à la glace d'eau. Alors que dans les autres objets, donc ces objets-là, donc les objets ball, sont très riches en glace d'eau à la surface, la métrique et la largeur ou la profondeur des bandes, alors que les autres objets n'ont pas vraiment la glace d'eau bien visible, donc sont très faibles en glace d'eau, mais par contre, on voit bien les différentes lignes d'absorption qui correspondent au CO2 et au CO. Donc, les glaces des CO2 et des CO, évidemment, ce n'est pas d'atmosphère. Et donc, en particulier, les cliffs ont une composition en CO2, sont enrichis en CO2 modérément, et les double dip, beaucoup plus. Alors, il y a une corrélation, apparemment, entre les couleurs et ces caractéristiques spectrales. Donc, ça, c'est pris d'un autre papier qui, en revanche, ils ont déjà publié cette année sur Nature Astronomy. Et donc, les codes couleurs, malheureusement, sont différents, mais les noms sont les mêmes. Donc, ici, vous avez les différents objets, les différents types spectrales, donc ball, double dip et cliff, et ils sont corrélés, comme vous voyez, autour d'une ligne, avec l'index spectral, qui est la couleur que j'ai définie tout à l'heure, avec les objets plutôt gris-bleu qui sont à gauche, et les objets très rouges qui sont à droite. Et ce diagramme est le plus intéressant, montre combien d'objets de chaque catégorie on retrouve dans chacune de ces classes dynamiques. Et donc, vous voyez, la chose qui frappe d'abord, que les objets de la ceinture classique froide sont uniformes, sont tous cliffs. Alors que les objets, les autres, comme les objets chauds, les objets résonnants, les objets dispersés, c'est un mélange, comme on l'a vu sur les diagrammes tout à l'heure, un mélange de couleurs, donc c'est aussi un mélange de types spectraux différents. Ça aussi, c'est un indice important qu'il faudra reconstituer. Ce qui est très intriguant, c'est que ces objets détachés, donc les disques fossilisés, je vous dis détachés, fossilisés, c'est synonyme dans la littérature, eux aussi sont très uniformes, mais différents des objets froids, sont partie de la catégorie double dip, et ça aussi c'est quelque chose de très, très intriguant, et je ne suis pas sûr qu'il soit complètement expliqué. Donc, il est clair que, voilà, objets qui vont dans des catégories différentes ont des natures chimiques différentes. Alors, toute la question, est-ce que ces natures chimiques ont été héritées parce qu'en étant dans des classes dynamiques différentes, s'approchent à différentes distances du Soleil, ou vont suffisamment à différentes distances par rapport à l'héliopause, ou subissent des collisions à des vitesses différentes, etc. Il y a toute une série de choses que vous pouvez imaginer, qui ont été imaginées dans la littérature, ou est-ce qu'ils sont différents parce qu'ils sont nés dans des régions du disque différents, caractérisées donc par des compositions chimiques différentes à l'origine? Ça est la question qui reste ouverte, qu'on essaiera de répondre plus tard dans les prochains cours. Mais c'est clair que la population chaude et la population froide sont clairement différentes. Une autre grande différence est dans la binarité.
Donc, il y a pas mal d'objets transneptuniens qui sont binaires. Donc, ce ne sont pas un objet, mais c'est deux objets de taille similaire qui tournent l'un autour de l'autre. Et dans ces diagrammes, vous voyez les objets qui ont été observés, pour lesquels les satellites étaient détectés, donc c'est des objets binaires, ou pour lesquels, donc en noir, ou pour lesquels ils n'ont pas été détectés, en fonction des migrants d'axe et de l'inclinaison. Et vous voyez que la plupart des binaires ont bien une faible inclinaison. Il y en a quelques-uns qui ont une inclinaison plus élevée, mais sont beaucoup plus rares. La plupart des objets à haute inclinaison ne sont pas binaires. Effectivement, quand on fait les statistiques, on fait un débiaisage, on trouve que dans la population froide, à peu près 30% des objets sont des binaires, et dans la population chaude, seulement 2,5% sont des binaires. Donc la fraction des binaires est aussi différente. Une autre différence, donc ça a vraiment du sens de partager cette population froide et cette population chaude parce qu'elles sont très différentes. Alors je fais un petit clin d'œil à mes cours du printemps, si quelqu'un n'était pas là. Cette découverte d'objets binaires a permis de confirmer ce qu'aujourd'hui est la théorie dominante sur comment les planétésimaux se forment. Alors, je vais expliquer dans mon troisième cours, la première série, mais je pense que ça vaut la peine de les répéter. Comment est-ce qu'on pense que les planétésimaux se forment? On pense que les planétésimaux se forment parce qu'au départ, il y a un disque de gaz et de poussières. Initialement, les poussières elles sont uniformément distribuées dans les gaz, mais par un jeu dynamique, et j'ai essayé d'expliquer l'autre fois, la poussière tend à se concentrer à certains endroits. Donc ici, on va voir une animation qui montre en couleur les rapports poussière sur gaz, qui initialement est en moyenne 0, parce que c'est le logarithme. Okay. En fonction, là c'est l'étoile, la distance radiale et la direction azimutale autour de l'orbite, donc on voit juste un morceau de l'orbite, et en coordonnées tournant avec les mouvements keplériens. Donc vous verrez qu'il y a un mouvement keplérien à cette distance. Donc vous voyez plutôt les choses se déplacer vers le haut dans la partie interne et vers le bas dans la partie externe. Et donc si on fait tourner la simulation, on a une simulation hydrodynamique, on voit qu'il y a des filaments de poussière qui apparaissent où les rapports poussière sur gaz augmentent et ces filaments se fragmentent pour former des amas de poussière. Et ces amas de poussière que vous voyez là comme des taches colorées, ben, c'est des amas de poussière qui deviennent suffisamment denses pour que leur gravité collective domine. Et donc les poussières sont condamnées à rester ensemble, ne peuvent plus se disperser parce que la gravité collective de ces grands amas de poussière les tient ensemble. Mais c'est des grosses sphères de poussière, hein, c'est des sphères de milliers de kilomètres, des dizaines de milliers de kilomètres de taille. Donc ce n'est pas encore des planétésimaux. Après, il faut que ces sphères de poussière autogravitantes collapsent sur elles-mêmes, que toutes les poussières sédimentent sur elles-mêmes pour former un planétésimal. Et donc, on a fait, évidemment, les personnes ont fait aussi les simulations de cet effondrement gravitationnel. Alors, si il n'y avait pas de rotation, il n'y a pas de problème, toutes les choses sédimentent sur leur propre gravité au centre, mais normalement, il y a de la rotation. Et si vous avez de la rotation, il y a un moment cinétique. Et si vous concentrez les choses au centre, ben, le moment cinétique est conservé, donc ça fait augmenter le mouvement des rotations. Donc, comme pour la formation des disques protoplanétaires, la matière, clairement, ne peut pas entièrement tomber au centre. Et donc, si vous simulez l'effondrement gravitationnel, vous avez que pas tout tend à tomber au centre, mais ne peut pas. Et donc, il y a des objets qui sont expulsés, mais aussi, typiquement, pour maintenir les moments cinétiques, il n'y a pas un seul objet qui se forme, il y a typiquement une binaire qui se forme, donc les deux objets-là que vous voyez, et qui commencent à tourner l'un autour de l'autre. Donc ça, c'est les mécanismes par lesquels on comprend l'origine de ces binaires. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'on voit beaucoup de binaires, et ce n'est pas étonnant non plus que quand on ne voit pas une binaire, mais on va la voir de près, comme c'était le cas de l'objet Arrokoth, qui est un objet de 40 km qui se trouve dans la ceinture froide, je reviendrai, qu'on pensait ne pas être une binaire, qu'est-ce qu'on découvre? Une binaire en contact. Donc c'est une binaire que, par le biais des forces de marée, s'est rapprochée, et finalement les deux objets se sont posés l'un sur l'autre. Mais ce qui constitue un peu la preuve, admis comme preuve, que c'est vraiment ça les processus de formation des planétésimaux, et que quand on fait la statistique de la distribution des moments cinétiques pour chacun de ces amas de poussière qui sont ici entourés par des cercles, et on calcule leur distribution, donc ce qui donne, si chaque collapse forme une binaire, donne l'inclinaison de l'orbite de la binaire par rapport au plan du système solaire, on trouve ce type de distribution.
Et si on regarde l'inclinaison des orbites des binaires, donc la distribution observée, ben c'est la distribution assurée. Et donc, pour la première fois, on a une explication de la distribution des inclinaisons des objets binaires de la ceinture de Kuiper, qui était inexpliquée jusqu'à quand ce type de modèle été développé, parce que les modèles prévoyaient soit une symétrie parfaite, autant d'objets binaires progrades que rétrogrades, soit une asymétrie en faveur des objets rétrogrades, donc tout à fait différent de ce qui est expliqué. Et ces modèles d'effondrement gravitationnel des poussières sur elles-mêmes, dans un disque qui est en rotation keplérienne et donc est cisaillé, donc ça tourne plus vite ici que là, prédit la bonne distribution des inclinaisons. Ce modèle, par ailleurs, permet aussi de reproduire, par exemple, des migrants d'axe et l'excentricité de ces binaires. Les triangles, c'est les objets observés. Les différents points couleurs, c'est les différentes simulations, 3 jeux de simulation. Vous voyez, c'est exactement la même région. Et pareillement, si on regarde la magnitude, qui est un proxy de la taille, et là aussi, ça c'est bien reproduit. Donc on pense avoir un modèle qui explique l'existence des binaires, et nous conforte sur comment les planétésimaux se sont formés. C'est exceptionnel, parce que dans la ceinture des astéroïdes, il n'y a pas de binaires, au moins, s'il y en a, mais ce sont des binaires qui sont tout à fait différentes. On a un grand astéroïde et un petit astéroïde satellite qui ont une origine collisionnelle due à la fission pendant la rotation, rien qu'à voir avec la formation primitive de ces objets. Et la raison est que la ceinture d'astéroïdes était complètement bouleversés, chahutés par la formation planétaire. Donc même s'il y avait des binaires au départ, ils ont été dissociés. Mais la ceinture de Kuiper est tellement loin des planètes, et en particulier la ceinture froide est tellement loin des planètes, tellement imperturbée par les planètes, que ces binaires primordiaux formés il y a 4,5 milliards d'années persistent aujourd'hui. Et donc c'est là qu'on a pu les découvrir, et c'est là que nous donne cette information sur la formation des objets. Bon voilà, donc je vais terminer en vous décrivant un peu quelques objets notables de la ceinture de Kuiper. Évidemment, il faut commencer par Pluton. Donc Pluton est un objet de 2372 km de diamètre, a une masse de 2 millièmes la masse de la Terre, donc 20% de la masse de la Lune. C'est un objet qui a été visité par une sonde, la sonde New Horizons de la NASA, est arrivée à Pluton le 14 juillet 2015. Donc, comme je l'ai déjà montré, il se trouve en résonance 2,3 avec Neptune, donc c'est un objet résonant. Il est assez excentrique, donc il croise l'orbite de Neptune au périhélie, et il a une inclinaison de 17 degrés, et l'obliquité de son axe est aussi très élevée, 110 degrés. Donc ici, vous avez une image, une photo de Pluton, prise en approchant Pluton par ses satellites. C'est assez impressionnant quand on arrive à visiter de près un objet qui se trouve à 40 fois la distance Terre-Soleil. Et ça, c'est une carte géologique des Plutons dans laquelle on voit plusieurs structures, que d'ailleurs on voit aussi sur l'image. Donc tout d'abord, on voit cette grande zone très claire, très brillante, et qui est en fait une dépression, ça s'appelle les Sputnik Planitia. Donc c'est une dépression, et cette dépression s'est remplie de glaces d'azote qui est en équilibre avec l'atmosphère. Alors là, ici, vous voyez la pression de l'atmosphère d'azote, parce que Pluton a une petite atmosphère d'azote, comme la Terre, beaucoup plus petite, beaucoup plus ténue. Et la pression de cette atmosphère, donc la quantité de gaz qui circule dans l'atmosphère, change avec les temps. Pourquoi? Parce que Pluton est sur une orbite très elliptique. Donc, il s'approche du Soleil, la température chauffe, puis s'éloigne du Soleil, la température chute. Et donc, la glace d'azote, quand l'objet est près du périhélie, il chauffe, donc la glace peut sublimer et passe à l'état vapeur, construit une atmosphère avec une pression descente de quelques dizaines de microbars. Et puis, quand l'objet s'éloigne du Soleil, la température chute, tout cet azote vapeur condense, gèle, et il neige de l'azote. Et il neige de l'azote en particulier, vu que c'est une dépression, il y a une accumulation là, dans cette région qui s'appelle Sputnik Planitia. Et donc, ça explique aussi pourquoi la surface de l'objet est très brillante, parce qu'elle est continuellement rénovée par ce processus de sublimation des glaces, recondensation des glaces, à chaque passage au périhélie et à l'aphélie, ce qui explique pourquoi Pluton réfléchit au temps comme un miroir, et est si brillant, et donc a été découvert si tôt. Cependant, pas tout l'objet est homogène, parce que si cette région a un très grand albédo, très grand pouvoir réfléchissant grâce à l'accumulation des glaces d'azote,
On a une région à côté qui, elle, par contre, est plutôt sombre et rougeâtre. Et donc, c'est une région qui est très peu rénovée par ces cycles d'évaporation et de condensation. L'azote s'évapore plutôt d'ici et recondense là. Et elle est plutôt, là, donc, on voit une accumulation de matière organique à cause du fait que les glaces s'évaporent et migrent ailleurs. Et si on fait un zoom dans cette région, on voit aussi qu'elle est très, c'est une image époustouflante, hein, c'est très chahutée, très travaillée. On voit une sorte de tectonique, évidemment, c'est une tectonique différente de celle que nous connaissons sur Terre, hein, mais là, c'est des couches de glace, etc. Mais ça, il y a des blocs qui se forment, qui se fracturent, qui collisionnent, qui s'érigent. Et donc, c'est une morphologie géologique très, très sophistiquée. Clairement, Pluton est un corps qui a toute une certaine activité atmosphérique et géologique qui les rend très intéressants. Pluton a beaucoup de lunes. Donc, a une lune majeure qui s'appelle Charon, et qui a 1212 km de taille, et qui, elle, est moins active que Pluton, toujours intéressante. On voit des failles, on voit deux hémisphères, un plus vieux, donc cratérisé, l'autre plus rénové. On voit une région aussi encore riche en organique, etc. Mais quand même moins actif qu'il est Pluton. Et après, il y a 4 petites lunes qui ont des tailles de l'ordre de 10 km, quelques dizaines de kilomètres, une fraction de 10 km. Et évidemment, on les a découvertes en route, et donc on n'a pas vraiment de bonnes images d'elles, parce que la configuration de la rencontre entre la sonde et Pluton avait été dessinée de façon d'étudier Platon et Charon, et pas les autres lunes, donc on ne connaissait pas l'existence. Alors là, je pense que je dois répondre à la question que vous avez tous à l'esprit, mais pourquoi Pluton n'est plus une planète? Alors, laissez-moi vous raconter donc l'histoire et les raisons. Hein. Moi, je n'ai pas parti pris, hein, mais pourquoi Pluton a été classé planète d'abord et déclassé ensuite. Alors, Pluton fut découvert en 1930. À l'époque, on pensait de détecter des anomalies, des mouvements dans les mouvements de Neptune. Et donc, on se disait, c'est comme les cas d'Uranus. Vous savez, Uranus, on voyait une anomalie dans les mouvements d'Uranus, et ça a permis les Verriers à dire, il y a une autre planète, c'est Neptune, découvrir Neptune. Donc, on pensait voir des anomalies dans les mouvements de Neptune, et donc, pour expliquer ces anomalies, il fallait une planète environ de 7 masses terrestres pour perturber Neptune. Et donc, voilà, mais on n'arrivait pas tout à fait à dire où cette planète devait être. C'est un peu compliqué, ça rappelle la situation avec Planète 9 qu'on verra la semaine prochaine. Et donc, voilà, les astronomes cherchaient une planète sans pas trop savoir où c'était. Et un beau jour, en 1930, Clyde tombe sous Pluton. Et donc, vu qu'on s'attendait à une planète de 7 masses terrestres, ben voilà, ça doit être elle, donc ça devait avoir 7 masses terrestres. Mais après, donc on suit un peu l'orbite de Pluton, on s'aperçoit que Pluton a une orbite très elliptique, et qui donc passe très près de Neptune. Pas penser quand les gens disaient il faut y avoir une planète à 7 masses terrestres, c'était une planète sur une orbite circulaire, loin de Neptune, selon la loi de Titus-Bode, etc. Évidemment, vu que Pluton arrive très proche de Neptune, il le perturbe davantage, donc ce n'est pas nécessaire d'être si massif pour perturber Neptune, donc une masse terrestre, grosso modo, suffit. Donc déjà en 1900, à la découverte, tout de suite après la découverte, dès qu'on calcule l'orbite, peu après 1930, on réduit la masse, l'estimation de la masse de Pluton, Pluton a toujours la même masse, bien sûr, à une masse terrestre. Et puis beaucoup d'années passent, et les gens, les télescopes s'améliorent, et la résolution s'améliore, on commence à pouvoir espérer de voir vraiment les disques des objets. Et donc on cherche à détecter les diamètres, de mesurer les diamètres de Pluton, et on n'y arrive pas, parce que voilà, Pluton doit être petit. Et donc, vers la veille de 1950, on met une limite supérieure au diamètre de Pluton que le place à une masse comparable à la masse de Mars. Donc, on passe de la masse de la Terre à la masse de Mars. Mais c'est juste une limite supérieure. Donc, ça veut dire que, voilà, un objet d'une taille ne peut pas être plus grand que ça doit avoir de la glace que Mars n'a pas, donc à peu près la masse de Mars, tout au plus. Et après, il y a encore beaucoup d'années où rien ne se passe, parce qu'il n'y a pas de nouvelles mesures, jusqu'à quand, avec les observations infrarouges, donc l'avènement des télescopes infrarouges, on arrive à mesurer l'albédo. L'albédo, c'est le pouvoir réfléchissant de la surface, c'est la fraction de la lumière reçue que l'objet réfléchit dans l'espace. Et on s'aperçoit que Pluton réfléchit comme un miroir.
Et donc, si on sait quel est l'albédo d'un objet, ce n'est pas nécessaire de mesurer son diamètre. Si on connaît la luminosité de l'objet et on sait quelle fraction de la lumière solaire y réfléchit, on peut calculer son diamètre. Et là, on s'aperçoit que Pluton a les diamètres de la Lune. Mais ce n'est pas fini, encore Pluton est un objet seul. Et à la veille de 1980, on découvre Charon. Et là, c'est le jackpot, parce que si on a une binaire et on connaît la distance entre les deux objets et on mesure leur période de révolution, on calcule non pas un diamètre, on calcule directement une masse. Parce qu'un diamètre n'est pas tout à fait lié à la masse, ça dépend aussi de la densité des objets. Et donc, quand on calcule la masse, une fois pour toutes, on s'aperçoit que la masse de Pluton est en gros 1,5 dixième de la masse de la Lune. Donc, c'est un objet qui est vraiment très très petit en taille, mais surtout en masse. Et pour couronner la chose, parce que vous dites, ces mouvements de Neptune, alors d'où viennent-ils? En 1993, Miles Standish au JPL a refait tous les calculs d'éphémérides planétaires et s'est aperçu qu'il n'y a pas d'anomalie du mouvement d'Uranus et Neptune du tout. Une fois qu'on prend en compte les bonnes positions des planètes et leur bonne masse mesurée par les missions Voyager et Pioneer. Et donc, en fait, il n'y a pas besoin d'une planète proche de Neptune pour expliquer quoi que ce soit. Donc, Pluton chute en masse et acquiert une masse qui est tout à fait, pas particulièrement significative. Mais il y a d'autres raisons pour déclasser Pluton. Donc, quand on regarde les systèmes solaires, c'est qu'on se connaît, vraiment on est sûr de tout connaître, on s'aperçoit que les orbites des planètes se sont débarrassées des petits corps. Les réservoirs stables des petits corps sont entre les orbites des planètes. Il n'y a pas de petits corps stables sur les orbites des planètes. Évidemment, il y a des objets comme des astéroïdes qui croisent l'orbite de la Terre, les fameux géocroiseurs, mais ce sont des objets instables qui durent quelques millions d'années et après sont éjectés et rénovés par d'autres objets qui échappent de la ceinture des astéroïdes. À vrai dire, il y a deux populations sur l'orbite de Jupiter qu'on verra dans mon troisième cours, les Troyens et les Grecs, qui partagent l'orbite de Jupiter. Donc vous direz, Jupiter n'a pas vidé son orbite. Mais justement, ces objets-là sont confinés par la gravité de Jupiter qui domine complètement leur mouvement autour de deux régions stables qu'on appelle les points d'équilibre de Lagrange. Je vous expliquerai tout de tout ça lors du troisième cours. Mais donc, il est clair que les planètes régissent la dynamique des petits corps, ne tolèrent pas que les petits corps s'approchent trop d'elles, sauf les parquer dans certains points stables autour de leur orbite. Alors que Pluton, lui, il se trouve dans sa résonance 2-3, avec beaucoup d'autres corps, qu'on appelle les plutinaux, et voilà, ils ne se parlent pas, parce que la masse est tellement petite, ils ne s'influencent pas. Donc Pluton n'a pas été capable d'évider son orbite, d'évider sa résonance, d'efforcer les objets survivants à rester dans les points de Lagrange autour de lui, etc. La masse est simplement trop faible pour pouvoir influencer les autres. Le dernier argument est que, quand on regarde les planètes, on aime bien que les planètes sortent du lot. Donc, en termes de taille ou de masse, ils soient clairement différents des objets qui sont autour d'elles. Aussi, pour raisons sémantiques, disons, pour mettre une frontière qui ne soit pas ambiguë entre ce qui est une planète et ce qui n'est pas une planète. Parce que si quelqu'un me demande combien de planètes il y a dans le système solaire, si j'ai dit, la limite est 2000 km, un objet qui fait 2010 est une planète, un objet qui fait 1990 n'est pas une planète, ça n'a pas de sens. Donc, il faut que les planètes soient quelque chose qui clairement se détache de la distribution des tailles, se détache du lot. Et c'est bien le cas de toutes les autres planètes, mais pas le cas de Pluton. Parce qu'avec les découvertes de la ceinture de Kuiper, et particulièrement pas dans la population froide, elle est faite vraiment des corps petits, mais dans la population chaude, résonante ou dispersée, on a découvert d'autres objets qui sont aussi grands que Pluton, comme Eris, voire un peu plus grands. Je crois qu'il y a une dizaine de kilomètres de différence, mais bon, c'est un peu dans les barres d'erreur, mais tout à fait comparables. Là, c'est des dessins, parce que le seul objet qu'on a visité, c'est Pluton, mais c'est des objets à l'échelle par rapport à Pluton. Donc, vous voyez, Pluton ne sort pas du lot du tout. Donc, si on classe Pluton comme planète, combien de planètes il y a? Et donc, pour toutes ces raisons, les astronomes réunis à l'Assemblée de l'Union astronomique internationale à Prague en 2006 ont décidé que la frontière doit être claire, et donc il faut prendre comme référence le fait qu'un objet doit être capable d'influencer tous les corps autour, et donc essentiellement vider son orbite, ou alors garder des objets autour des points d'équilibre de Lagrange. Et donc Pluton ne passe pas ces tests, donc elle était déclassée. Non.
Je pense que c'est très raisonnable. Et les seules raisons, alors les gens qui se battent encore pour Pluton, essentiellement sont des Américains, c'est le seul objet qui a été découvert aux États-Unis parmi les planètes, donc l'esprit MAGA ressort en plein, et disent oui, mais c'est intéressant, j'ai vu les images tout à l'heure, il y a de l'activité géologique, il y a une atmosphère, etc. C'est absolument vrai, mais il n'y a pas que les planètes qui sont intéressantes, il y a les petits corps qui sont intéressants aussi, il y a des gens qui passent leur vie à étudier les petits corps. Clairement, Pluton est un objet très intéressant, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le considérer comme une planète. Alors, d'autres objets notables. Alors, il y a un deuxième qui a été visité par la sonde spatiale New Horizons, après avoir visité Pluton, c'est Arrokoth. Donc, Arrokoth est intéressant parce que c'est un objet de la population froide. Donc, quelque chose de très différent. Il est beaucoup plus petit. Comme vous voyez, il fait 36 km, la taille principale. Il se trouve dans la population froide, donc 44 unités astronomiques, une faible excentricité, toute petite inclinaison. Elle est très rouge, comme attendu, parce qu'en fait, sa surface est riche en hydrocarbures aromatiques, en ribose, en glucose, etc. Alors, les deux surprises, les trois surprises de cette rencontre, on était, comme je l'ai dit, que cet objet, qui a priori n'était pas binaire, ben, en fait, c'est une binaire en contact, donc ça supporte l'idée que tous les objets se forment comme binaires, mais que ces binaires, comme vous voyez là, sont deux boules, c'est deux boules qui sont collées. En fait, ce n'est pas deux boules, c'est deux disques. Et si vous les voyez par la tranche, alors ce n'est pas des images directes, c'est des images reconstruites avec les courbes de lumière, les images du satellite, etc. Ben, vous avez des objets, ces deux pancakes en fait, qui se collent. Donc, un qui est fait, donc deux dimensions sont pareilles, 20 km et 19, mais la troisième dimension est 9. Et pour les grands lobes. Et pour les petits lobes, c'est 15 et 13, donc encore une fois à peu près la même chose, mais l'autre direction, c'est 9 aussi. Donc là, on les voit comme deux sphères, mais en réalité, c'est deux pancakes qui se touchent. Et la densité est ridicule. C'est 0,5 grammes par centimètre cube. Donc la moitié de la densité d'eau. Donc cet objet-là n'est pas seulement fait des glaces, des différentes glaces, parce qu'il n'y a pas que la glace d'eau, il y a CO, CO2, etc., mais il doit être extrêmement poreux. Et encore une fois, ça nous rappelle, bon, ça va être tout à fait une preuve, ce modèle de formation des planétésimaux par collapse de ces nuages de poussière. Évidemment, en collapsant, des poussières peuvent garder une grande porosité et en absence d'un chauffage interne dû à, par exemple, à la décroissance radioactive ou des impacts énergétiques, ces grandes porosités primordiales restent jusqu'à nos jours et nous laissent donc ces densités qui sont si petites. À l'inverse du spectre, donc on a Haumea. Donc Haumea, c'est un objet dans la population chaude, très grand, 2100 km, enfin 1700, enfin 1100. Donc ça a l'aspect d'un ballon de rugby, lui aussi, pas sphérique du tout. Mais je disais à l'inverse, parce que sa densité est énorme. C'est 2,6 à 3,3 grammes par centimètre cube. Évidemment, c'est un objet qu'on n'a pas visité par des sondes spatiales, on reconstruit les propriétés en observant à distance. Il est en rotation très rapide, il retourne sur lui-même en 4 heures, ce qui peut expliquer cette forme comme un ellipsoïde des rotations. Sa surface, lui aussi, réfléchit comme un miroir. Sa surface est couverte d'une glace presque pure. Il a un anneau de matière, un peu comme l'anneau de Saturne, très ténu, 2 satellites. Et on pense, donc, en combinant toutes ces informations, que cet objet était un objet qui s'est formé, très grand, bien sûr, et il a suffisamment chauffé de l'intérieur pour, grâce à sa grande masse, pour se différencier en un noyau rocheux et une couche externe de glace. Donc, cette différenciation, évidemment, a éliminé la porosité, donc a fait monter la densité, en plus la gravité aussi comprime les matériels, et ensuite une grande collision a éjecté une grosse partie de son manteau de glace, ce qui a permis de former l'anneau et les satellites, mais pas que. Et donc en éliminant la partie la moins dense de la couche de cet objet, il reste un objet qui a une densité importante. Donc je disais, cette collision a éjecté la glace qui a formé l'anneau, les satellites, mais pas que, parce qu'effectivement, cet objet semble avoir une famille d'objets associés. Donc, si on regarde les différents objets de la ceinture de Kuiper, on regarde leur spectre, il y a des objets qui ont tout à fait les mêmes caractéristiques spectrales d'Haumea, donc cette glace pure à la surface, et ces objets ont tous des éléments orbitaux très proches d'Haumea.
aussi bien en excentricité demi-grand axe, inclinaison demi-grand axe, qu'excentricité demi-grand axe. Et ça, pour les gens qui travaillent un peu dans les astéroïdes, c'est la signature d'une famille collisionnelle. C'est-à-dire une collision a éjecté des objets dans l'espace. Certains sont restés autour de l'objet pour former les satellites et l'anneau, comme je disais. D'autres sont partis sur des orbites non liées gravitationnellement, mais qui ne sont pas complètement différents de l'orbite du progéniteur, parce que la vitesse d'éjection est limitée. Et donc, on pense vraiment que ça, c'est un objet qui a subi une évolution collisionnelle importante. Le dernier objet que je vais vous présenter, Quaoar, intéressant aussi parce qu'il a un grand anneau qui vient d'être découvert l'année passée par une équipe avec une forte composante française. Donc c'est un objet assez grand, de 1100 km. En plus de l'anneau, a aussi un satellite qui a été découvert bien plus tôt que l'anneau. Et lui aussi se trouve dans la population chaude avec une inclinaison de 7 degrés. Et donc voilà, pour conclure, parce qu'on est à la fin de 2 heures, comme d'habitude, un peu la liste des choses à retenir. Donc je dirais que la population transneptunienne a une structure très complexe, bien plus complexe que la ceinture de l'astéroïde en passant. Et si on la regarde dans l'espace orbital, on voit au moins 5 sous-classes. Donc la population classique froide, la population classique chaude, la population résonante, qu'il est commode de considérer comme faisant partie de la ceinture de Kuiper, plus ces disques dispersés et disques fossilisés qui vont bien le plus loin, jusqu'à des milliers d'unités astronomiques. Alors, la différence en distribution d'inclinaison, de couleurs, de spectres, fractions d'objets binaires, etc., suggère fortement que la population chaude et froide ont une origine différente. Ce n'est pas seulement les inclinaisons qui sont différentes, et ils partagent la même région de demi-grand axe excentricité aujourd'hui, mais pas toutes les autres propriétés. Donc, en quelque manière, 2 populations différentes doivent être arrivées au même endroit en demi-grand axe excentricité. Il faudra discuter pourquoi. Les disques dispersés, c'est le plus facile à comprendre. C'est simplement formé par la dispersion des planétésimaux qui étaient proches à l'orbite de Neptune à l'origine, et par le biais des rencontres proches, se disperser jusqu'en allant très loin. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est seulement l'1% de ce qui reste et de ce qu'il y avait à l'origine. Par contre, les disques fossilisés est un vrai mystère. Dans le système solaire actuel, vous n'obtenez pas de disques fossilisés, donc il faut imaginer un système solaire différent, qui a évolué, qui a changé. Et ce n'est pas la seule caractéristique qui nous dit que le système solaire ne s'est pas formé tel qu'on le voit, mais il doit s'être transformé. Donc, cette origine un peu mystérieuse de la population chaude, avec ses grandes inclinaisons, ses propriétés différentes, ne peut pas être expliquée dans le cas du système solaire actuel, ainsi que l'abondance d'objets résonants. Elle est étonnante. La densité d'objets par unité astronomique dans les résonances est bien plus grande qu'ailleurs. Et donc, ça aussi nécessite d'être expliqué. Et donc, dans mes cours prochains, disons à partir du cours 4, j'essaierai d'expliquer progressivement toutes ces différentes propriétés qui nous révèlent vraiment ce passé très dynamique et très intriguant du système solaire. Et pour terminer, Pluton n'est pas une planète, mais du point de vue de ses caractéristiques, néanmoins, il est extrêmement différent. Et en général, il y a une très grande différence entre les objets gros, qu'on appelle comme titre de consolation planète naine, comme Pluton, Quaoar et Haumea, et les tout petits corps comme Arrokoth. C'est vraiment 2 mondes complètement différents à cause essentiellement de la taille qui donne une évolution différente. Donc voilà, je termine ici. Donc comme d'habitude, on n'est pas équipé pour les questions, parce qu'il n'y a pas de micro qui tourne, mais moi je reste dans la salle, aussi bien pour signer les feuilles de présence des doctorants, s'il y en a encore, ils ne sont pas venus à la pause, et pour répondre à vos questions. Donc approchez-vous et on va discuter calmement de vos curiosités. Et sinon, rendez-vous la semaine prochaine.